lag. Ah, mais bonjour à toutes et à tous. J'ai laissé l'install live Ah pour ouais. qu'ils voient aussi Ok. ce que c'est d'installer le tout. Alors si jamais tu veux le son, normalement tu peux avoir le son avec le casque là. Celui-ci. Ouais. Après, est-ce que je t'entends? Alors attends, c'est quoi, on va tout mettre. Est-ce que tu entends le son déjà du jeu? Pas fou. Pas du tout en fait. Il est où? Ah, pourquoi il n'y a pas de son du tout? Ah, ah. Ouais, attends. Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est cool. Pas fort. Tu veux que je parle plus fort? Ouais, c'est bon. Ok. Ça peut compléter là, pour parler. Ok. Si ça va. Allô, allô? Je te pose des questions comme ça, tu vois, c'est pas très fort. Là, on se débrouillera. T'inquiète, c'est pas grave. Franchement, faisons. Allez, faisons comme ça. Je vais le faire sans casse. Allez, On va le faire comme à ça. l'instant. Exactement. Je sais pas si on va parler de talent vraiment. C'est bon Pour ton quelqu'un qui a l'habitude du coup des FPS surtout ou... Pas spécialement. Non, Non. moi à la base, je viens plutôt des jeux de stratégie en temps réel. StarCraft, ça a été ma première découverte. StarCraft 1 du coup. Ouais, exactement. Même Brood avant Wars. Brood War. Ouais, voilà. Ah. Ensuite Brood War, donc StarCraft 1, puis Brood War. Et puis ensuite StarCraft 2, forcément. Puis ensuite un peu bifurqué sur League of Legends. Et ensuite maintenant Teamfight Tactics parce que je suis plus du tout adroit avec mes mains. Ça clique trop vite pour moi. Ah ouais. Alors que TFT au moins ça va à peu Il y a près. le temps de quoi. réfléchir. Ouais, carrément. Pareil Un peu. avec Hearthstone un peu du coup, pas du tout. J'avais fait Hearthstone mais je suis plus un joueur de Magic et en physique Ouais, moi à aussi. carte. Tu vois, moi j'aime bien drafter. Donc ça c'est Hearthstone, j'ai toujours trouvé, je sais pas comment le dire, mais j'ai toujours trouvé ça un petit. Les mécaniques, je les trouve moins riches, on va dire, que celles de Magic. Je suis assez d'accord. Voilà. Et puis le système de draft en fait, qui est ce que je préfère dans Magic et sur Hearthstone au début, c'était pas trop le cas quoi. C'est clair. Donc voilà. Donc j'ai plus pris mon pied sur MTG Arena quand il est sorti, pour le coup, mais trop chronophage. J'ai pas le temps. Puis surtout si du coup tu as l'habitude plus du physique, Ouais, de clairement. devoir tous refaire en ligne. Non, on a l'habitude avec un petit groupe d'amis, c'est à chaque sortie de bloc, c'est d'aller se faire au moins un draft pour la sortie du bloc. Ouais. On essaie tous de jouer le jeu et de pas se spoiler les cartes et tout ça, tu vois, de pas trop anticiper et voilà quoi. Mais je suis assez mauvais, mais c'est le genre de jeu qui me plaît De énormément toute quoi. façon, d'être bon ou mauvais, à partir du moment où tu profites, je pense que... Exactement. Mais de manière générale, aujourd'hui, moi, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de manière générale, c'est vraiment un prétexte social quoi. Oui, bah ouais. C'est vraiment, j'ai aucune ambition de performer, d'être bon ou quoi que ce soit, juste de passer du temps avec des potes que j'ai pas l'habitude de voir Ouais, assez c'est ça. souvent en tout cas. Depuis que je suis un adulte, j'aime pas être devenu un adulte, ça me plaît pas des masses. Et voilà, et donc c'est vraiment un prétexte pour retrouver les potes, passer un moment. Ce qui peut d'ailleurs un peu fatiguer mes copains justement, parce qu'eux c'est plus des grinders quoi. Ouais. Et ils aiment bien gagner quoi. Et moi je suis un peu, je vais pas dire que je suis un troll loin de là, mais j'aime bien juste me balader, faire des trucs, tenter des choses et des fois ça les rend un peu fous quoi. Je suis pas sûr que je sois un bon coéquipier pour les gens qui veulent performer quoi, clairement. Et Mais du par coup- contre si t'as envie de passer un bon moment, je suis un bon coéquipier. Ah bah, Voilà. en vrai, c'est vrai qu'on s'est jamais fait de game ensemble, Ouais, mais non. faudrait peut-être qu'on se Peut-être, passe. va savoir. Et du coup, tu passes sur Discord, TeamSpeak pour Ouais, on est discuter avec très des joueurs qui Discord. sont plus ou moins loin. Ouais, bah avec les potes, par exemple quand on fait des soirées TFT,
ce qui nous arrive de T'es temps sûr à que autre. tu veux pas faire ça quand il Là pour fera le coup, jour, on a un avec Discord à degré de nous quoi, plus? sur lequel on se retrouve. Non, Et puis peut pas attendre. sinon ouais, on est un Tu peu vas me dire ce que TeamSpeak, c'est, au moins. mais j'ai pas dois fait voir partie ça trop par on va dire ouais exactement de la génération TeamSpeak. Je suis un peu passé à côté, donc ça m'arrive. Je sais que les commu R6, j'ai quelques potes dans les commu R6 sont encore pas mal sur TeamSpeak, mais sinon non Discord. C'est vrai qu'il y a des avantages d'un point de vue audio notamment, mais je pense que le fait que Discord soit gratuit l'a rendu ultra Qu'est-ce que tu accessible pour fabriques, tout le monde traîner et comme ça, c'est tout facile seul? de créer une communauté à partir de J'arrive Discord. pas à Alors, dormir. c'est vrai que sur TeamSpeak, Toi non plus? il n'y a pas une interface particulièrement Et on va vers le sud. Plus c'est joli. intrigante, Et si on qui n'est continuait pas motivante pour pour filer jusqu'au Mexique. venir quand tu connais pas. J'y ai déjà Donc, pensé, figure-toi. Bah, il y a en plus le fait Pour que aller voir la moi ville de Discord je Mali. l'ai beaucoup utilisé Ouais. en cours quoi, tu vois, Ouais. Quelque chose me dit. au moment, Ah, aussi au moment joli. Ouais, t'as sûrement raison. du confinement, du premier confinement, j'ai très vite T'as fait tout ce chemin dans le noir. très vite pris le pli de Discord parce que je l'utilisais déjà avant, Allez, viens. donc hyper pratique quoi. Donc voilà, TeamSpeak peut-être moins accessible je trouve en termes d'interface, Oui, c'est moins ça, ouais. intuitif quoi. C'est ça, c'est clair. Peut-être pas accessible mais intuitif. Alors j'en profite avant qu'on commence, parce que là, bon, pour le coup, c'était vraiment une discussion comme ça, pour vous présenter le jeu, donc The Last of Us 2, qui est un jeu de Naughty Dog, si je dis pas Si de on bêtises. continue comme ça, on sera crevé avant même Moi je saurais d'entamer pas la te journée. dire. Donc, Arrête, il me c'est semble pas si que c'est loin. à Naughty Dog. Merci Julien. Oui, Mel, ça va? Donc Julien a Il vu avait que pas vous l'air en verrez forme, tout à l'heure, ce gars. juste à côté de moi, mais voilà, donc The Last of Us Bizarre, 2, c'est lui le flic, non qui est donc la suite Je de The Last suis of Us pas 1. bizarre. Auquel je Jusque n'ai là, pas tout va bien. joué quoi, donc Mais non, The Last of Us fais 1 gaffe. qui est très bien. Donc, dans The Last of Us 1, tu contrôles le père qui est devant tout ça. Et du vas coup, là, rentrer tu avec Mel, contrôles c'est ça donc la fille qui a grandi un petit peu, qui est dans le 1 T'inquiète, j'ai eu et ma elle est dose. toute mignonne. Et j'allais dire un peu un boulet, c'est un peu excessif, Tu peux me mais donner au courant. qui du coup, T'en es capable, alors rend un moi peu plus aussi. compliqué la tâche au père qui doit assez régulièrement aller les Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais du coup, il y a des confettis pas qui le ont faire. explosé juste à côté. Donc, Ça va voilà. aller. C'est trop haut. Du coup, Vas-y. ouais, alors, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus largement? Ouais, Donc là, bien on a parlé sûr. de ton profil de joueur, mais est-ce que tu peux te présenter ouais bien sûr. complètement, comme dirait Cyclone. Rabi. Alors, je m'appelle Nicolas Beson. Et mon métier, c'est d'être enseignant-chercheur. Donc, je suis maître de conférence en Faudra sociologie repasser du par là, au sport retour. à la fac, à Dis-toi l'université de que Paris, c'est enfin, l'occasion Paris de Cité vaincre tes maintenant, peurs. comme on l'appelle. Tu sais où tu J'ai peux te un du monde du déclarer, sport, mes quoi, peurs. clairement. Ah, J'ai oui. un parcours STAPS, Arrête de me sciences draguer. et techniques des activités physiques et sportives. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et je continue d'ailleurs. Et mon sport, c'est plutôt le basket. Je suis joueur, à la fois entraîneur et arbitre. Et mon objet de recherche, c'est le sport électronique, donc les compétitions de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis pas spécialement un joueur, mais dans mon entourage amical très proche, les gens avec qui je joue à Magic, là par exemple, tous mes potes, eux, pour certains, sont très très impliqués dans la pratique du jeu vidéo en compétition. Certains sont arrivé. même organisateurs d'événements, de tournois, d'autres sont des pratiquants assidus, participent à pas mal de LAN. Carrément Et comme Je je connaissais avant de commencer ton sujet. Ouais, en fait, donc moi j'ai découvert vraiment l'e-sport avec StarCraft 1. À l'époque, il y avait des salles de jeux en réseau qui étaient très T'en as parlé répandues avec quelqu'un parce que Internet dans les Je voulais foyers que tu sois c'était la du première. 56K, ça marchait pas hyper bien, c'était compliqué. Donc les salles de jeux en réseau avaient une vraie Il y avait des utilité. gardes armés Et j'avais une patrouiller salle entre de la jeux en ville et réseau qui était l'avant-poste. vraiment Ah, juste là-bas. à côté de mon lycée. Donc Poste moi de garde j'avais sur le chemin. 15 ans, je rentrais en seconde et c'était en 98. Ils ont Donc de StarCraft venait de l'électricité. sortir. Est-ce que peut-être avant de Des continuer, flingues. Ouais. expliquer ce que c'est vraiment une salle de jeu en réseau? Salle de jeux en Ça réseau. fait Qui sont plus Ouais. jeunes et qui n'ont pas forcément le. Ouais, alors ça revient un petit peu à la mode, j'ai envie de dire, mais pas pour les mêmes raisons. Donc Ok. à la fin des années 90, donc Internet Admettons qu'il commençait soit à là. arriver dans On les fait comment pour foyers. l'atteindre C'était un Internet très très bas débit qui était assez peu stable et On sur a lequel qu'à qui attraper nécessitait un des gardes d'avoir pour lui soutirer finalement des informations. une Ensuite, ligne téléphonique chez faudra soi, trouver un moyen de le fixe. Et quand on utilisait Internet, ça prenait la c'est ligne ça. téléphonique fixe. À l'époque, il n'y avait C'est pas de sûr que ton télé, garde il n'y avait sera pas de rapide, smartphone, il n'y avait filer pas de des mobile. renseignements. Donc Il aura pas le c'était le choix. seul moyen d'être joint. Donc quand on utilisait Internet, ça coupait mais la tu ligne de t'entends. téléphone, on pouvait plus être joint. Donc ce qui embêtait souvent les T'as parents une quand nous on meilleure était idée jeunes, c'était pas évident. Et donc il y avait des Ils salles. peuvent confirmer à côté. Ouais, et donc voilà, et il y avait des salles dans Paris qui s'étaient spécialisées, donc qui ressemblent aujourd'hui à des LAN, hein, dans le sens Mais où les c'était enceintes. plein d'ordinateurs et plein d'écrans. Et on venait payer quelques francs à l'époque. Moi, je me souviens des pièces de 10 Ok. francs pour Mais une c'est pas demi-heure seulement ça. d'internet Je qui était suis beaucoup censée plus te stable. féliciter. C'était ça Les le autres gros vont s'arrêter, avantage ils qui vont était vouloir faire promis, demi-tour. on va dire, par la salle Ouais. de jeu. C'était que internet était stable Pour aller et convaincre. que les ordinateurs étaient peut-être meilleurs que ce que tu pouvais avoir chez toi.
Et puis à côté de ça, on pouvait manger des barres de céréales ou des choses comme ça. On pouvait acheter toujours des choses. Et donc moi, j'avais une petite salle de jeu en réseau juste à côté de chez moi, enfin pas de chez moi, de mon lycée, mais vraiment à 50 mètres, qui s'appelait Akirion. J'ai découvert bien plus tard que cette salle de jeu, elle a hébergé entre autres Elki, Moment, donc des gens aujourd'hui qui sont toujours présents dans la communauté, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert StarCraft et que j'étais mauvais aux jeux vidéo et que être bon aux jeux vidéo, c'était pas de la chance, c'était des compétences et notamment des compétences physiques aussi, à savoir de la dextérité, puisque les jeux de stratégie en temps réel nécessitent beaucoup de capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps et à savoir se servir d'un clavier. Je te coupe juste une seconde, c'est beaucoup marqué par ce qu'on appelle les APM, donc les actions par minute, qui déterminent un petit peu la rapidité d'exécution Complètement. des actions et qui est très impressionnant. Enfin, essayez vous, ne serait-ce que de faire deux actions très faciles. Vous avez des tests d'APM sur internet. Et essayez de faire 400 APM, ce que peuvent faire certains joueurs pro dans des moments très précis de la partie, c'est vraiment assez fou, quoi. Donc voilà, j'ai découvert, on va dire, StarCraft. À l'époque, c'était CS 1.6, si je dis pas de bêtises aussi, sur les jeux de tir, qui était vraiment le jeu majeur. Et donc, j'entendais autour de moi des gens crier parce qu'ils s'affrontaient. Et donc, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait de la compétition sur le jeu vidéo. Donc, je le rappelle, avant tes recherches. Bien avant, ouais. Là, j'avais 15 ans. Et puis, moi, je faisais que du sport, quoi. J'étais à fond de basket déjà à cette époque-là. J'allais dire qu'à cette époque, mais non, mais je le suis encore. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis intéressé à cette pratique. Et puis pendant des années ensuite, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, je faisais d'autres choses, quoi. Et puis quand StarCraft 2 est sorti, si je dis pas de bêtises, c'est 2009, je crois, StarCraft 2, la deuxième itération. 2008 ou 2009. Moi, j'aurais peut-être dit 2008, mais bon, par là, quoi. Fin des années 2000. Je fais partie des gens qui sont allés faire la queue à la Fnac à minuit pour l'acheter très rapidement parce que j'ai été vraiment tombé amoureux du jeu. Et StarCraft 2 a été énormément attendu sur la scène du sport électronique. Parce que c'était vraiment le jeu majeur qui avait un petit peu, on va dire, donné ses lettres de noblesse à l'e-sport à travers le monde, et notamment en Asie du Sud-Est. Et StarCraft 2 a été développé et construit pour être un jeu qui, au-delà d'être jouable, était aussi un jeu qui se regardait, avec un mode observateur et ainsi de suite, donc pour être un spectacle. Et donc c'est ce qui a permis, entre autres, c'est pas le seul jeu, hein, mais c'est l'un des jeux qui a permis au tournant des années 2010, au moment où les plateformes de streaming comme Twitch ont commencé à émerger. C'est l'un des jeux qui a permis de démocratiser d'une certaine manière l'e-sport, notamment en France, par l'intermédiaire de Ponfétude, qui ont créé leur chaîne YouTube puis leur chaîne Twitch, et puis des grandes stars qui petit à petit se sont fait connaître. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser à l'e-sport, parce que je m'intéressais à mes potes en fait, tout simplement, quoi. C'est vrai que StarCraft 2, ça a quand même renouvelé. Alors, il y avait déjà pas mal de compétitions sur StarCraft 1, notamment Brood War, qui a vraiment cartonné. Ouais. Et je pense que c'est vrai que StarCraft 2 a amené un tout autre niveau de professionnalisme dans l'e-sport qu'il n'y avait pas avant. Du coup, tu disais que tu avais fait des études de STAPS et que c'était par là que tu étais arrivé à faire des recherches sur l'e-sport et sur le jeu vidéo de manière plus générale. Quel a été le déclic pour te dire, en fait, je pense que je peux faire quelque chose en STAPS qui se rapproche du jeu vidéo. Est-ce que c'est ce dont tu parlais avec StarCraft et sur la capacité à exécuter un certain nombre d'actions précises et rapides? Ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic plus tard qui t'a fait te dire, peut-être que là, il y a quelque chose encore plus important au niveau du geste, au niveau de la vision, au niveau de la réflexion, etc., qui éventuellement se rapproche suffisamment du sport pour que je puisse faire une thèse là-dessus. Du coup, c'est une thèse que tu as fait là-dessus. Exactement. Comme tu le dis, effectivement, l'un des premiers trucs qu'on nous apprend quand on arrive dans des études de sport, c'est à définir ce qu'est le sport. Ce qui est du sport et ce qui n'en est pas. Et de manière assez empirique, par ma propre expérience, je m'étais rendu compte, comme on en parlait, que mes copains qui étaient très bons à StarCraft, je regardais leurs mains et je voyais qu'ils faisaient des choses avec leurs mains que je n'arrivais pas à faire. De la même manière que lorsque je regarde LeBron James, ou à l'époque c'était plutôt Allen Iverson ou Vince Carter, je voyais bien que ce qu'ils faisaient sur un terrain de basket, j'arrivais pas à le faire. Et donc je pressentais, on va dire, ou je me doutais qu'il se passait quelque chose au niveau de cette motricité fine, et que c'est notamment l'un des critères qui permet de définir le sport. Donc c'est par là que j'y suis, on va dire, rentré. Mais au moment où j'ai commencé ma thèse en 2012,
Donc on l'a dit, tournant des années 2010, StarCraft 2 qui sort, League of Legends qui est aussi sorti, Twitch qui sort en 2011, même s'il y avait déjà Justin TV auparavant, YouTube sur lesquels il y a des chaînes qui retransmettent des compétitions, Dailymotion qui fait énormément d'efforts pour, on va dire, démocratiser le streaming en France et notamment les compétitions de jeux vidéo. Et donc, tout d'un coup, au-delà du simple aspect, on va dire, compétitif, motricité, c'est que c'est également, comme je le disais, c'est que ces jeux, ça devient aussi des spectacles. Il y a des gens qui se réunissent, même si ça existait déjà auparavant, hein, mais ça devient un peu plus récurrent. Des gens qui se réunissent à la fois pour jouer, mais aussi pour assister à ces compétitions. On commence aussi à avoir petit à petit des coachs, des entraînements qui sont rationalisés, ou on n'en est encore qu'au balbutiement, hein, mais voilà, il y a des séances d'apprentissage, des séances de perfectionnement. On commence aussi à évoquer la professionnalisation des joueurs. On commence à avoir des Hall of Fame qui commencent à apparaître, qui vont récompenser les joueurs historiques de la discipline. Et donc, de fait, c'est plein d'analogies qu'on peut faire avec le sport, qui sont des analogies que je qualifierais de fonctionnelles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas intrinsèques. Je veux dire, on pourrait retrouver ça sur plein d'autres choses qui ne sont pas du sport, hein, comme la cuisine ou quoi que ce soit. Mais ça venait légitimer aussi le fait qu'il y avait certainement une volonté de la part de l'e-sport d'emprunter des codes ou de mimer d'une certaine manière le sport, et que donc à ce titre-là, dans le champ sportif et dans le milieu universitaire qui s'intéresse au sport, l'e-sport peut-être pouvait devenir un objet de recherche légitime. Alors pour la petite anecdote, c'est que j'ai découvert assez rapidement que mes directeurs de thèse ont accepté que je travaille sur l'e-sport parce qu'il y a eu un énorme quiproquo. C'est que le terme sport électronique, quand ils l'ont entendu pour la première fois, comme beaucoup de gens encore, pour eux, ils imaginaient que l'on parlait d'activité physique qui était soutenue par un dispositif vidéoludique ou comme plus du moins. Dance, Exactement. ou ce genre de, ouais. En fait, ils imaginaient des jeux à console, des consoles à détection de mouvement. Ouais, c'est ça, ouais. C'était et à l'époque, je ne sais même pas s'il y avait déjà Just Dance, mais en tout cas, voilà, ils imaginaient une pratique physique beaucoup plus visible. Et donc, ils n'avaient pas bien compris quand j'ai fait ma première présentation au labo au bout de, je sais pas, 4 mois ou 5 mois, tu vois, que j'avais commencé ma thèse, et que moi, mon terrain de thèse, c'était les communautés compétitives de Mortal Kombat. Et que je leur ai montré Mortal Kombat en plein séminaire de labo. J'ai senti clairement un malaise de la part de mes directeurs de thèse, et qui sont venus me voir en me disant mais en fait on comprend pas sur quoi tu travailles. Et ils m'ont dit c'est où le sport là-dedans, et je leur ai dit c'est tout l'objet de mon travail, c'est d'essayer de comprendre quelle est la dimension sportive de l'e-sport, quoi. Ouais. Et donc moi je me suis intéressé beaucoup à l'implication motrice et l'engagement moteur et corporel des joueurs, mais également au phénomène d'institutionnalisation, c'est-à-dire comment est-ce que les organes traditionnels de gouvernance du sport s'approprient ou pas l'e-sport, que ce soit en France ou à travers le monde. Donc c'est comme ça que, on va dire, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et puis depuis maintenant, ce qui est assez rigolo, c'est que lorsque j'ai commencé, je pensais très sincèrement que je m'étais un petit peu engagé, on va dire, dans une impasse, et où 3 ans pour travailler sur l'e-sport, ça serait vraiment beaucoup trop, et que j'aurais pas grand-chose à en dire. Et à la fin de ma thèse, ouais, surtout maintenant, je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour analyser tout ce que l'on pourrait analyser sur l'e-sport. Donc clairement, depuis, mes thématiques de recherche se sont élargies à d'autres sujets hyper intéressants. Et du coup, tu as rencontré d'autres difficultés avec ton labo a posteriori après cet événement-là, ou est-ce qu'ils ont fini par se dire peut-être qu'il y avait quelque chose Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu à la fois des directeurs de thèse qui ont eu quand même, j'ai envie de dire, un peu le nez fin, qui ont senti que travailler sur ce sujet-là, c'était un peu novateur. Ce qui m'a donné une vraie identité en tant que chercheur. Et dans le milieu universitaire et académique, d'être bien identifié sur un objet de recherche, c'est toujours utile. Ouais. Donc ça a été plutôt une bonne chose. Et ensuite, j'ai énormément de bienveillance de la part de mon laboratoire, de la part de mon directeur de laboratoire aussi, et de mes collègues. Ce qui n'est pas le cas dans tout le champ des sciences du sport. Il y a des gens qui sont assez sceptiques, à juste titre, et c'est hyper intéressant au contraire d'avoir, on va dire, d'autres collègues qui vont, on va dire, tester nos arguments, nos hypothèses et ainsi de suite, ce qui nous permet, nous, de continuellement nous remettre en question et essayer d'approfondir nos recherches pour trouver à nouveau des moyens d'administrer la preuve de ce qu'on avance.
Donc ça c'est plutôt cool, mais très honnêtement moi dans mon labo c'est un vrai bonheur quoi. J'ai vraiment le soutien, enfin, je sais pas si on peut dire le soutien, mais les gens Ouais. au sein de mon labo. Déjà on est dans un labo qui travaille sur le sport santé, mais C'est quoi ton labo? alors que ça tu veux s'appelle ça s'appelle l'Institut des sciences du sport santé de Paris, l'I3SP. On a tous des acronymes dans nos laboratoires de recherche. Et c'est un laboratoire qui est donc très orienté sur l'utilisation, alors sur le sport et la santé. Euh, Schématiquement, c'est vraiment très très schématique, mais quand on travaille sur le sport, on travaille soit sur le sport et la performance, soit sur le sport et la santé. Il y a beaucoup de labos en ce moment qui travaillent sur le sport et la performance avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent forcément. Nous, le labo a fait un choix d'avoir une identité qui soit un petit peu décalée et qui pour potentiellement être plus visible et travailler sur des objets un petit peu différents. Donc ça a été la santé. Et puis ça va de pair avec aussi des politiques publiques, avec maintenant le sport sur ordonnance et plein de choses comme ça. Et donc Même la volonté d'essayer de rendre les gens un peu moins sédentaires, ouais, etc. de lutter contre l'inactivité, la sédentarité, et puis parce que l'activité physique, pas spécialement le sport, mais l'activité physique de manière générale a des Oui. bienfaits sur la santé Bien sûr. qui sont indéniables. Donc voilà, et donc dans mon labo, les différents chercheurs, donc c'est un labo pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs en physiologie, en biomécanique, en psychologie cognitive, en neurosciences, des psychologues sociaux, des sociologues et des philosophes. On est vraiment très pluridisciplinaire, ce qui crée, on va dire, une émulation qui est assez cool, quoi. Mais des fois, c'est pas facile parce qu'on n'a pas le même langage, mais c'est quand même plutôt assez cool. Et finalement, soit on essaie d'identifier quels sont, on va dire, les bienfaits de la pratique sportive ou de la pratique physique sur le corps, soit on essaie d'identifier quels sont comment est-ce qu'on peut utiliser le sport comme un outil de santé publique, soit quels sont par exemple les méfaits du sport de très haut niveau par contre sur la santé. Ouais. Et on a tout un axe de recherche qui est très orienté autour des nouvelles technologies. Donc j'ai pas mal de collègues qui travaillent sur la réalité virtuelle, qui travaillent avec des exergames, qui travaillent avec des outils connectés comme des mondes connectés par exemple, ou des applications mobiles et ainsi de suite. Donc il y a une vraie appétence pour les nouvelles technologies dans le labo. Et moi, je suis le seul pour l'instant avec moi. J'ai 4 doctorants et il y en a un qui est dans mon labo. Donc j'ai aussi un de mes doctorants. On est 2 à travailler sur l'e-sport au sein de mon labo, quoi. Donc voilà, Ok. comme ça que Super, en j'en tout suis cas. arrivé là. On voit que ça a l'air compliqué de jouer en même temps. J'y arrive pas du tout. Alors moi, clairement, on en avait parlé avant. Ouais. En plus, voilà, pour rien cacher, c'est que je suis bien incapable de faire beaucoup de choses en même temps. Et d'autant plus jouer et parler en même temps. C'est très compliqué. J'ai assez peu joué en fait dans ma vie, j'ai beaucoup regardé. Ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant, c'est parce que on va dire le grand public, les médias généralistes s'interrogent énormément sur et comment ça se fait qu'il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer, comme si c'était une pratique qui était totalement nouvelle, alors que c'est pas du tout le cas. Je veux dire, déjà à la période du jeu d'arcade, il y avait plein de gens qui regardaient d'autres gens en train de jouer sur les parties sur arcade. Et Moi, je me souviens regarder mon frère jouer quand j'étais petit. Exactement. Ouais, en fait, moi, j'ai mes plus belles expériences de jeu avec mes copains, donc qui eux étaient qui sont d'ailleurs toujours des gamers assidus, je vais les appeler comme ça. C'est notamment pendant qu'eux faisaient FF7, les Final Fantasy, ainsi de suite. Et c'est d'être avec eux, d'être derrière, de réfléchir avec eux à comment est-ce qu'on allait avancer dans le jeu et ainsi de suite. Et puis je me souviens d'eux qui me disent tiens vas-y prends la manette et moi de faire non franchement garde la manette. Par contre vas-y je regarde, on réfléchit ensemble, on avance et ça c'est cool quoi. C'est ça, Ouais. Donc et donc je sais pas jouer et parler en même temps. Et voilà. Et d'ailleurs tu sais plus où aller. Ouais voilà, et il me manque aussi une culture vidéoludique, c'est-à-dire un joueur qui a l'habitude de jouer, il comprendrait très bien rien qu'au game design, où est-ce qu'il faut aller et ainsi de suite. Là où moi, pas du tout quoi. C'est-à-dire je suis hyper novice. Je pense qu'au début, normalement, tu dois suivre du coup ton père dans le jeu, sauf que maintenant il est parti un peu loin. Ouais, alors oui, voilà. En plus t'a que je laissé me fais tout abandonner seul, par mon père, c'est horrible. Alors attends, mais par contre, je vois quand même qu'il y a tu vois, il m'a fallu Ça, que voilà, maintenant ouais. de repérer qu'il y avait quand même un curseur à suivre. Donc on va essayer de le retrouver. J'imagine que c'est papa. Donc, voilà. Bon, du coup, alors on parle beaucoup d'e-sport, mais c'est vrai que c'est un terme qu'on n'a pas encore défini avec toi ici. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, qu'est-ce que l'e-sport et si tu peux enchaîner derrière, je pense que ça te permettra aussi de parler de France e-sport et de la définition que vous avez donnée avec France e-sport. Comme tu vas. Ouais, bien évidemment. Donc ce qu'on appelle l'e-sport, pour sport électronique, pour le dire de manière très simple, c'est
une forme de pratique spécifique du jeu vidéo. Il y a plein de manières de jouer au jeu vidéo et cette forme-là, en l'occurrence, c'est de jouer en compétition. Le problème étant que derrière le terme compétition, il est très polysémique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acceptations du terme compétition. On peut faire de la compétition. Par exemple, moi, je peux jouer à Tetris, faire un score et essayer moi-même de battre mon propre score. C'est déjà une forme de compétition. Mais sinon, on pourrait jouer l'un contre l'autre à Street Fighter ou à FIFA. Donc on s'affronte, c'est une deuxième forme de compétition. Ou alors, je fais l'effort de m'inscrire à une LAN, donc à un rassemblement de joueurs où je vais peut-être payer pour pouvoir m'inscrire, participer à un tournoi à la fin qui va désigner un vainqueur. Et ça, c'est une compétition organisée. Et donc l'e-sport, c'est vraiment le fait de pratiquer le jeu vidéo lors de compétitions qui sont organisées, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Ça peut se faire sur n'importe quel genre de jeu. C'est pas du tout en lien avec les jeux de sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est des jeux de stratégie qui sont individuels ou collectifs. C'est des jeux de tir, c'est des jeux de combat, des jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux de course automobile, des jeux de sport, effectivement. Le speedrun aussi, exactement. Donc faire des jeux le ça, plus rapidement possible. Exactement. Finir. Donc là, par exemple, je suis Ça très va mauvais être en très speedrunning. compliqué Voilà. Donc le speedrunning ou encore le scoring, le fait de faire le meilleur score à un jeu. Beaucoup sur les bornes d'arcade. Exactement, faire un high score. Et donc sur n'importe quel type de jeu, sur n'importe quel type de support, ça se pratique bien évidemment sur PC, sur console, mais aussi il y a des grandes compétitions sur en l'occurrence sur smartphone et tablette, Ah ouais. exactement. Et les joueurs, on va dire, s'affrontent au niveau amateur pour remporter, on va dire, du matériel informatique. Ils vont repartir avec une manette, un clavier, une souris, un casque. Par contre, au niveau professionnel, les joueurs, ils peuvent être donc rémunérés pour cette pratique-là. Et être sous contrat avec des équipes et parfois sur certains jeux, pas tous, certains jeux remporter des gains financiers, des cash prizes comme on appelle ça, qui peuvent s'élever à parfois plusieurs centaines de milliers de dollars, voire d'euros. Donc ça peut être assez lucratif pour quelques joueurs qui sont extrêmement bons et de très très haut niveau, quoi. Et Voilà. puis ça reste suffisamment rare et peut-être tu peux enchaîner sur Oui. la complexité à l'heure actuelle d'avoir le statut joueur pro, notamment en France. Ouais. Alors je ne sais pas s'il en est dans les autres pays, peut-être toi tu pourras nous en dire un peu plus. Mhm. Mais le statut de joueur pro officiel en France, il est assez rare. Il y a quoi? Il y a 200 joueurs Alors aujourd'hui en France, pro dans le sens vraiment le statut, c'est-à-dire Exactement. pas pro dans le sens suffisamment rémunéré pour pouvoir en vivre. Exactement. Alors, si on parle vraiment du statut. Donc, en France, on a un statut qui existe depuis la loi pour une république numérique qui date de 2016. Ce statut, il est conditionné par le fait que le joueur soit salarié par une structure qui le rémunère pour sa pratique compétitive. Cependant, aujourd'hui, le modèle du salariat dans le sport électronique, c'est un modèle qui est peu utilisé parce que pour plein de raisons, je vais en donner deux comme ça. La première, c'est que comme c'est un milieu qui est encore assez jeune, les modèles économiques des clubs sont assez précaires, dépendent énormément des sponsors. Et aujourd'hui, les structures professionnelles ont des budgets qui sont assez limités et qui ne leur permettent pas forcément de payer des cotisations patronales. Et donc, elles préfèrent généralement passer par des contrats de prestation de services avec les joueurs, ce qui est, à mon sens, très dommage, dans le sens où je suis clairement moi pour la protection des travailleurs et donc je pense que ça serait bien mieux que les joueurs soient salariés, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui ils le sont assez rarement. Et la deuxième raison, c'est que comme on est sur une pratique qui est de fait complètement dématérialisée et sans frontières, parce que c'est en ligne entre autres, c'est un milieu où finalement il y a une compétitivité internationale entre les équipes pour pouvoir, on va dire, recruter des joueurs. Et donc la France a une fiscalité qui est escalée, que moi je trouve très bien. Certains peuvent la trouver trop lourde, mais après elle offre plein d'avantages en termes de sécurité et ainsi de suite. Mais la France a cette fiscalité-là qui fait que lorsque, imaginons qu'une équipe a un budget, je dis n'importe quoi, de 100 000 euros. En France, si elle a 100 000 euros, l'équipe, si elle salarie le joueur, elle va pouvoir donner au joueur que 55 ou 60 000 euros parce qu'elle va payer 40 000 euros de cotisation patronale, ce qui est très bien. Mais si y a une même structure en Espagne qui a aussi un budget de 100 000 euros, vu que la fiscalité n'est pas la même, le joueur il va pouvoir peut-être en retirer plutôt cette fois-ci 80 ou 90 000. Et donc de fait, les joueurs vont être tentés par peut-être plus d'argent plus vite tout de suite et donc vont être tentés d'aller dans d'autres équipes qui ne sont pas en France.
Et surtout en plus pour un statut qui est pas forcément très pérenne pour les joueurs parce qu'il y a un turnover assez... Déjà, il y a un énorme turnover et puis de manière très simple, c'est qu'aujourd'hui, si un joueur il performe plus, bah, comme il est sous contrat, enfin comme il est en contrat de prestation de service, si l'équipe décide de le couper tout de suite, bah, il se retrouve, il a pas de chômage. Sa sécu, elle est hyper limitée. Enfin bref, c'est plutôt catastrophique. Ou même s'il se blesse, parce que ça peut paraître étonnant pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais les joueurs peuvent se blesser, peuvent avoir des troubles musculo-squelettiques, avoir des tendinites, ce qui peut être extrêmement douloureux et les empêcher de pratiquer. Et de fait, bah, s'ils ne peuvent pas jouer, bah, s'ils étaient salariés, bah, au moins ils auraient l'assurance de pouvoir avoir un arrêt de travail, de pouvoir bénéficier quand même d'une partie de leur salaire et puis de continuer à cotiser pour leur chômage. Là, en étant sous contrat de prestation de service, bah, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien. Et c'est encore une fois, moi je suis clairement pour la protection des travailleurs. Donc je me bats d'une certaine manière. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça soit le modèle qui soit le plus représenté, mais on en est encore loin. Donc des joueurs qui ont vraiment le statut de joueur professionnel en France, malheureusement, il y en a assez peu. Mais la réalité, par contre, c'est que sur le territoire français, aujourd'hui, on estime à peu près 300 le nombre de joueurs, qu'ils soient français ou étrangers, qui ont une activité professionnelle de joueurs de compétition sur le territoire français actuellement. Notamment sur les scènes League of Legends, sur les scènes Counter-Strike, sur les scènes Rocket League, sur quelques scènes de jeux de combat, sur quelques scènes type Rainbow Six, Fortnite. Voilà, c'est principalement les scènes où on a vraiment des joueurs qui ont une activité suffisante en tant que joueur professionnel pour pouvoir en vivre sans avoir besoin à côté d'avoir une autre activité. Après, généralement, ces joueurs, ils vont compléter cette activité professionnelle par d'autres revenus qui peuvent être liés au streaming. Certains vont justement compléter ça en animant des soirées où ils vont streamer sur leur jeu de prédilection. D'autres vont avoir des contrats de droit à l'image avec des sponsors personnels. Voilà, d'autres vont faire des activations, on va dire, par des sponsors qui vont les solliciter et puis ils vont aller sur un événement sur lequel ils vont être payés et rémunérés pour aller sur cet événement. Donc voilà, c'est assez... il y a une diversification des sources de revenus aussi qui est parfois nécessaire sur certains jeux parce que la simple pratique compétitive n'est pas suffisante. Est-ce que tu veux qu'on repasse en plein écran sur nous et mettre le jeu de côté ou est-ce que ça te perturbe ou... Non, j'essaie, c'est ça qui est... j'essaie, tu vois. Non, je trouve ça cool d'essayer de faire les deux trucs en même temps. Ça marche, c'est pas possible. Ouais, du coup, pour pousser plus loin là-dessus, peut-être que tu peux parler un petit peu de Francisport, de l'intérêt de Francisport à l'heure actuelle, ouais. Notamment pour tout ce qui est la discussion avec le gouvernement pour essayer justement de faire avancer les choses et de les faire avancer dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Attends, c'est le moment où je me... Qu'est-ce que je dois faire? Arrête. Je suis en train d'appuyer fort, mais ça m'a fait peur. En plus, j'aime pas trop les zombies, j'aime pas trop tous ces trucs là. L1, hop là, c'est bien esquivé. Corps à corps. Ouais. Je suis désolé, je vais parler en même temps. C'est bon? Il est calmé? Ouais, c'est bon, il est. Ok, pause. Ok, très bien. Je suis désolé. Ça m'a mis le palpitant à 180 très rapidement. C'est horrible. Donc du coup, Francisport. Ouais, du coup, Francisport. Ouais. Donc, Francisport, c'est une association loi 1901 qui a été créée en avril 2016 à la demande des pouvoirs publics et plus particulièrement du ministère qui est en charge du numérique, qui à l'époque était rattaché directement au Premier ministre. Donc c'était à l'époque où Manuel Valls était le Premier ministre. Et donc la ministre du numérique était Axelle Lemaire. Et aujourd'hui, le ministère chargé du numérique est rattaché au ministère de l'économie, donc sous Bruno Le Maire. Et le ministre du numérique actuellement, c'est Jean-Noël Barrot. Et cette association, exactement, à la Paris Games Week, qui a fait l'ouverture, la PGW, c'est cool. Histoire que tout le monde soit sûr de comprendre. Et donc
l'association, en fait, pour le dire très simplement, il faut imaginer jusqu'en 2015 où il y avait déjà un écosystème autour de l'e-sport qui était déjà là. Il y avait des équipes, il y avait des organisateurs d'événements et ainsi de suite. Et tout le monde avait besoin un petit peu de pouvoir avancer, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des facilités pour faire venir des joueurs, d'avoir des facilités pour pouvoir organiser des événements et donc aller de son côté essayer de toquer aux portes des pouvoirs publics, que ce soit les collectivités territoriales, les différents ministères et ainsi de suite. Donc là, vu que c'est une activité qui était en plein développement et qui l'est Ouais. encore d'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait, je pense, pas mal de difficultés pour essayer de faire comprendre l'intérêt de cette Ouais, activité complètement. à l'extérieur. Donc, Et donc, attends, c'est parce que j'ai eu peur aussi, et ça m'a fait un peu peur, c'est pour ça, beaucoup d'émotions d'un coup. Et donc, le gouvernement a dit, mais attendez, vous êtes une filière, comme n'importe quelle filière industrielle, des industries créatives et culturelles, comme la filière de la musique, du cinéma, je sais pas, du nucléaire ou je ne sais quoi. Et donc, comme n'importe quelle filière, il faut que vous ayez un acteur qui vous représente parce que, en fait, nous, on n'est pas disponible pour avoir chaque acteur du secteur qui vient toquer à notre porte et qui nous demande des choses. Donc, réunissez-vous, fédérez-vous. Je vais utiliser le terme de se fédérer, même si vraiment on fait attention parce que le terme de fédération, il est très associé Oui. au sport. Et nous, on veut pas du tout être associé, être associé au sport. Et donc, c'est comme ça que l'association elle est née, avec 10 membres fondateurs qui représentaient l'ensemble du secteur, c'est-à-dire à la fois des joueurs, à la fois des clubs associatifs, à la fois des clubs pro, à la fois des organisateurs d'événements, et surtout une vraie spécificité, c'est aussi des éditeurs de jeux. Parce que les éditeurs aujourd'hui, ce sont eux qui détiennent la propriété intellectuelle des jeux sur lesquels on joue et qui donc sont officiellement les réels régulateurs du jeu vidéo. Et vas-y. Ouais, carrément. Ouais. C'est mon pote Alex, c'est par lui que je suis rentré dans l'e-sport en fait. C'est lui avec qui je joue à Magic. Et voilà. enchanté du coup. Et donc l'association, elle s'est donnée comme mission en fait de défendre les intérêts de la filière, de promouvoir la pratique de l'e-sport et de représenter cette filière auprès des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, ça peut être tout autant les différents ministères. Donc nous, on travaille beaucoup avec le ministère du numérique, le ministère des sports, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, le ministère des Affaires étrangères, et puis après de manière un peu plus épisodique avec le ministère de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale ou de la santé. Je te coupe juste Ouais. une seconde, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a Il y a un bruit, Larsen, ouais. il y a- Un bon petit Larsen qui vient de on ne sait où et il y a deux Raptors derrière. Ah ouais. Mais tout va bien. Et qu'est-ce que je te disais? Attends, je me Sur France e-sport Ouais. et sur... Là où il y a les différents types de ministères avec lesquels Voilà. on travaille, et puis aussi les collectivités territoriales, donc ça peut être à la fois des régions, ça peut être aussi des agglomérations, des métropoles, des communes, des départements, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on représente, on va dire, la filière. Et donc parmi les grandes réalisations qu'on a menées, il y a évidemment la reconnaissance de la pratique e-sportive et donc la légalisation des compétitions sur le territoire français, parce qu'avant 2016, elles étaient interdites mais tolérées. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, Ouais. mais en gros, voilà, jusqu'en 2016 c'était toléré, mais en fait Si c'était vous avez illégal. besoin de plus de détails, allez lire ces articles, etc. Voilà, c'est très technique, mais voilà. Donc ça c'est la principale réalisation. La seconde réalisation, c'est finalement la création de ce statut de joueur professionnel, qui mine de rien est une avancée, même si le statut n'est pas assez utilisé à notre goût, bien évidemment. Et puis à côté de ça, on essaie aussi, c'est évoqué le baromètre, donc ça on en est assez content. C'est donc une étude. En fait, moi quand je suis arrivé dans l'association, je suis arrivé un peu par hasard, quoi. Mais comme je venais du tissu associatif sportif, je savais ce que ça impliquait de s'investir dans une association. Et très vite, en fait, moi, il me manquait quelque chose pour pouvoir représenter le secteur, c'était de savoir qui est le secteur.
de manière générale. Ça paraît idiot, mais c'est un peu une déformation professionnelle. C'est que moi, avant de traiter d'un sujet, j'ai besoin de faire une revue de littérature. Et donc là, ok, on va représenter le secteur. Beaucoup de chercheurs, en vrai. Exactement. Et donc, ok, on veut parler, on veut représenter un secteur, mais qui c'est notre secteur? Et donc pour ça, il fallait commencer par là. Et donc, il nous manquait ça, à mon sens, c'est qu'il y avait des études sur l'e-sport, mais qui étaient principalement des études économiques et qui étaient tout le temps au niveau continental européen. Et donc, on manquait clairement de granularité. Et puis, c'était tout le temps des données économiques et c'est intéressant, mais je trouve qu'il nous manquait des éléments clairement pour savoir qui sont les joueurs de jeux vidéo qui font des compétitions, quelle est leur représentation, quel est leur profil et ainsi de suite. Et donc depuis 2018, on a mis en place donc une étude nationale qui s'appelle donc le baromètre France e-sport, qui est donc on a créé toute l'ingénierie méthodologique. C'est-à-dire, c'est pas évident parce qu'il y a des définitions de l'e-sport qui sont très variées dans le secteur. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'est l'e-sport, à quel moment ça commence. Est-ce que lorsque je fais une partie classée, c'est déjà de l'e-sport? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive à une LAN pour que ce soit de l'e-sport? C'était pas évident. Donc toute l'ingénierie. Encore une fois, on revient à la problématique que vu que c'est un milieu qui est déjà qui est en développement, mais depuis pas si longtemps. Ouais, c'est très relativement très nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Exactement. Pour essayer de cadrer un petit peu les choses. De pouvoir en discuter avec tout le monde, de faire comprendre. À fond, et puis surtout si je compare avec le sport moderne tel que nous on le connaît aujourd'hui, ça a plus de 150 ans et il n'y a toujours pas de consensus sur la définition du sport. Donc l'e-sport qui a une vingtaine d'années, on va dire, forcément c'est difficile de trouver un consensus tout de suite, quoi. Mais bref. Et donc on a créé l'ingénierie méthodologique et à côté de ça, on a fait appel à Médiamétrie pour tout ce qui est toucher des populations les plus larges possibles. Et donc aujourd'hui on a une étude qui est suffisamment solide et qui nous permet donc de mesurer finalement la pratique, le visionnage de l'e-sport en France. Aujourd'hui on estime qu'il y a à peu près 10 millions de personnes sur le territoire français qui s'intéressent à l'e-sport, que ce soit en le pratiquant ou en le regardant. Il y a plus de gens qui regardent que de gens qui pratiquent, ça veut dire qu'ils s'inscrivent à des compétitions, mais il y a beaucoup de gens qui le regardent, comme moi par exemple. Moi je m'inscris pas à des compétitions, mais par contre je regarde beaucoup d'e-sport. C'est pas trop mon cas non plus en vrai. Ouais, et j'en consomme énormément aussi. Ouais, voilà. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de... Il y a encore des méchants. Ça nous permet aussi de bien différencier... Ah oui, il faut que j'explique. Il me fait très mal. Non, mais, ok, je devais fuir. Je peux fuir? Oui. Cours. Madame, cours. Aïe. Je me fais complètement savater, quoi. Ok. J'avais pas du tout... Ah mais il y en a une série, c'est un autre. Oh là. Ok. Ah j'étais pas prêt. Donc ça nous permet de mesurer la pratique et les usages. Donc 10 millions de personnes qui sont... Si tu veux, on va repasser en plein écran sur nous. Peut-être là ça a été trop pour moi. 10 millions de personnes qui s'intéressent à l'e-sport. Je suis désolé, je suis mauvais, c'est fou. Ensuite, il y a... Là tu t'es prêté au jeu. Bon, ouais. 2 millions de personnes qui s'inscrivent à des compétitions chaque année, au niveau amateur, bien évidemment, mais 2 millions de personnes qui s'inscrivent à des compétitions et environ, on va dire, 9 millions de personnes qui regardent régulièrement de l'e-sport et ainsi de suite, des compétitions de jeux vidéo. Et donc, ce baromètre, ça nous permet, de mieux connaître, on va dire, donc notre secteur, qui on représente, mais ça permet aussi au secteur d'avoir des arguments lorsque il va essayer de trouver des partenaires, lorsqu'il va essayer auprès, un acteur qui va vouloir avoir le soutien de sa collectivité territoriale, de sa commune, de sa ville, il faut qu'il ait des arguments et le baromètre permet aussi ça. Et puis nous, après au niveau du gouvernement, c'est que ça nous permet d'aller voir finalement les ministères et de leur dire voilà, en fait notre filière c'est tant de personnes derrière, c'est pas juste une activité de niche qui concerne 300 joueurs professionnels. Certes il y a 300 joueurs pro pour lesquels il faut faire des choses, mais c'est que derrière il y a encore 2 millions de joueurs qui eux se déplacent pendant l'année, vont sur des compétitions, vont en LAN, font vivre le territoire et ainsi de suite. Et il y a une nécessité d'avoir une pratique qui soit soutenue par les pouvoirs publics, parce que le jeu vidéo il a été stigmatisé pendant des décennies, depuis 50 ans, et aujourd'hui c'est souvent lié à des préjugés, des prénotions qui sont souvent exagérées. Je dis pas qu'il n'y a pas
il y a bien évidemment, il y a des dérives et des déviances dans la pratique du jeu vidéo. Il peut y avoir des pratiques compulsives, il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire. On est bien d'accord là-dessus, mais ça reste quand même bien plus marginal parce qu'aujourd'hui, juste sur le jeu vidéo, on estime qu'il y a 30 millions de joueurs en France. Il n'y a pas 30 millions de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil et des pratiques compulsives. Donc, c'est-à-dire que ça reste quand même des épiphénomènes, ces pratiques déviantes, on va dire. Donc, arriver vers les pouvoirs publics et essayer de les sensibiliser, de les acculturer, de les éduquer pour que nous, derrière, nous, on a des requêtes. C'est-à-dire, on a une feuille de route qu'on essaie de suivre dans l'association. C'est d'améliorer justement ce statut de joueur professionnel et de faire en sorte que le salariat devienne de plus en plus possible pour les joueurs. C'est de faire en sorte que les compétitions en ligne avec frais de participation soient aussi légalisées en France parce qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas. C'est faire en sorte que les joueurs étrangers, lorsqu'ils viennent en France, ils puissent bénéficier de visas simplifiés, ce qui s'appelle les passeports talents, qui existent déjà dans le sport ou dans le chant, de la musique ou de l'art, où des jeunes, lorsque il y a des jeunes sportifs et sportives ou des jeunes artistes qui viennent avoir une activité sur le territoire, ils bénéficient de ce passeport talent. Aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour les joueurs qui seraient en dehors de l'UE, qui viennent de pays qui sont en dehors de l'UE ou en dehors de l'espace Schengen. Donc voilà, ça c'est des avancées concrètes. La TVA à 5,5 aussi pour les compétitions de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sport et la culture bénéficient d'une TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 20 sur la billetterie, ce qui fait que ça permet d'avoir des coûts moins élevés sur la billetterie. Nous aujourd'hui dans l'e-sport, comme c'est pas un sport et que ça dépend pas non plus du ministère de la Culture vraiment, les compétitions, y a 20% de TVA, donc les organisateurs d'événements, même s'ils veulent faire des prix moins chers, ils peuvent pas vraiment parce qu'ils vont quand même prendre 20% de TVA. Donc voilà, ça c'est des avancées concrètes sur lesquelles on essaie d'avancer. C'est des sujets concrets sur lesquels on essaie d'avancer pour être totalement précis. Et ça nécessite de passer du temps avec les pouvoirs publics, quoi. Donc certains disent que Francisport est un lobby, c'est clairement un lobby. C'est un terme qui me mettait aussi mal à l'aise comme beaucoup de gens, mais aujourd'hui je comprends que on défend les intérêts d'une filière, donc à ce titre-là c'est un lobby, mais il défend pas les intérêts de quelques-uns, il défend les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que il y a des modèles des homologues de Francisport un peu partout dans le monde, mais on est l'une des seules entités à travers le monde à représenter du joueur jusqu'à l'éditeur de jeu. Là où dans les autres pays du monde. Un petit peu, non, je sais plus si c'était toi qui m'avais dit ça, mais que c'était un modèle qui se reproduisait. C'est un modèle qui commençait à se reproduire un peu à l'étranger. Qui intéresse beaucoup les autres acteurs. Mais en fait, on bénéficie. La France, en fait, c'est une terre une terre d'e-sport, de jeux vidéo, mais aussi d'e-sport, qui est très dynamique pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a un tissu associatif très fourni. Aujourd'hui, il y a plus de 1700 associations qui font de l'e-sport sur le territoire français. Il y a des compétitions et des LAN tous les week-ends. Ça va de la petite LAN de 30 joueurs jusqu'à la LAN massive de 2500 joueurs comme la Gamers Assembly ou ce week-end la Lyon e-sport qui se tient à Lyon ou l'Ultimate Fighting Arena qui se tient à Aubervilliers juste à côté. C'est 1300 joueurs là, je crois. Ce week-end est hyper chargé. Lyon e-sport, Ultimate Fighting Arena, Gamers Assembly, Halloween Edition à Poitiers. Il y a un major de Smash. C'est le major de CS à Rio. Bref, il y a. Oui, c'est vrai qu'il y a les GEM, là. Ouais. C'est un énorme week-end e-sport. Et donc, pourquoi je te parlais de tout ça? Putain, je me perds. Pour Francisport, pour les compétitions, il se passe plein de choses. Aussi, je sais plus. Bref, il faut. Il y a plein de choses à faire. C'était ça là où je voulais en venir, quoi, de manière générale. Et oui, si la France, terre d'e-sport, des champions partout. Des champions sur tous les jeux, on a des champions sur LoL, des champions sur StarCraft, des champions sur Rocket League, des champions sur Counter-Strike, des champions sur Street Fighter, sur Smash Bros, sur Dragon Ball Fighter, sur Rainbow Six. Bref, on a des champions de très très haut niveau, mais surtout une grande spécificité, ce qui fait aussi ce dynamisme, c'est qu'on a des éditeurs de jeux internationaux qui ont des bureaux en France. C'est-à-dire Riot Games a ses bureaux en France, Activision Blizzard a des bureaux en France, Capcom a des bureaux en France, Nintendo a des bureaux en France. Et tu vas juste dans des pays frontaliers comme la Belgique, la Suisse ou l'Espagne, et ils n'ont pas cette chance-là. Moi, je considère que c'est une chance. Après, d'autres gens pourraient estimer que c'est pas le cas, mais ce qui permet si moi je veux organiser une compétition sur Teamfight Tactics, donc il y a un jeu de Riot Games demain, je peux contacter directement Riot Games en France. J'ai pas besoin de passer par envoyer un mail au bureau à Los Angeles, en espérant qu'il soit lu et qu'il me réponde dans le temps imparti et ainsi de suite, quoi.
Donc ça c'est à mon sens une grande force, et donc ce qui fait que Francis Sport a ce modèle très spécifique, c'est qu'on a la chance d'avoir des éditeurs de jeux sur le territoire, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, donc c'est aussi compréhensible que dans d'autres pays ça le fasse moins, quoi. Voilà. On va avancer un peu. Ouais, on je va suis désolé, parler. je suis hyper bavard, hein, t'as vu, c'est un bordel, je suis vraiment Moi, navré. ça me va. Je pense que ça va aussi aux gens qui regardent, mais peut-être, on avait prévu de parler de plein de choses, mais Tu vas skip, vas-y. peut-être qu'on refera quelque chose comme ça, on parlera d'autres choses. On va peut-être juste parler du coup de ton application avec Silvergeek, de Ouais, comment bien t'en es sûr. venu à Ouais, connaître grave. Silvergeek et la raison qui fait que tu es aussi là aujourd'hui. Et on t'en remercie d'ailleurs. Bah non, un c'est grand moi plaisir qui de vous t'avoir remercie. avec nous. Et ouais, comment t'en es venu à rencontrer Silvergeek? Qu'est-ce qui t'a fait commencer à discuter avec l'association? Comment tu t'impliques avec Silvergeek, etc. Ouais. Bah en fait, je crois que comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert Silvergeek en assistant un peu par hasard à une compétition de Wii À Bowling la et à un GA. trophée des seniors à la GA. Ouais. Donc moi c'était en l'occurrence en 2015. 2015, j'étais en pleine thèse, j'étais sur mon terrain de thèse. À la base, je suivais donc des compétiteurs de Mortal Kombat. Et sur un moment, sur un temps libre, je passe dans les arènes et je tombe sur la compétition du trophée des seniors. Euh, et, euh, bah, comme beaucoup de monde, je trouvais ça fantastique, quoi. Et surtout que nous, dans notre laboratoire de recherche, on travaille beaucoup sur les effets de l'âge sur le déclin, enfin plutôt les effets les effets de l'âge sur le déclin cognitif, le déclin physique et l'utilisation d'outils numériques pour lutter contre ça. Et donc tout d'un coup, très rapidement, ça m'a frappé à quel point ça pouvait être quelque chose qui pouvait être utilisé. Et puis la question des exergames, c'est de comment ça peut permettre de lutter contre les effets délétères qui sont liés à l'âge. Aujourd'hui, il y a pas mal de travaux scientifiques sur le sujet. Et donc c'est comme ça que j'ai tout de suite, je me suis pris d'affection pour Silvergeek. Très vite. On s'est rencontré avec Vincent. Moi, j'ai commencé un petit peu à travailler sur le sujet, à observer, à essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait. Et puis, par mon activité chez Francis Sport, moi j'étais en charge chez Francis Sport de tout ce qui concernait la diversité. Et donc, c'était important pour moi lorsque l'on parle de diversité, c'est qu'on ne parle pas que de diversité genrée, même si c'est un vrai sujet, hein, mais on parlait à la fois de diversité genrée, de diversité ethnique, de diversité générationnelle, de diversité sociale, d'inclusion des personnes en situation de handicap et ainsi de suite. Donc Tous j'ai les sujets qu'on aurait dû traité. profondément. Je suis Mais désolé. non, mais il n'y a pas de Ouais. souci. Et sur la question de la diversité générationnelle, bah voilà, cette question avec Silvergeek. Donc en fait, avec Francis Sport, on a commencé en fait très vite. Vincent nous a dit, bah nous on n'est pas hyper experts sur la compétition. Vous chez Francis Sport, c'est un peu votre cœur de métier. Est-ce que vous pourriez pas nous aider? Moi, à titre personnel, Vincent, il était intéressé aussi par le fait de pouvoir mener des travaux de recherche pour essayer d'évaluer les effets de la pratique du jeu vidéo en compétition sur les joueurs et les joueuses qui participent au trophée des seniors. Donc, on continue à faire d'ailleurs. exactement. C'est pour ça que c'est le genre de discussion qui est vachement intéressant pour Ouais. nous, c'est de pouvoir mettre l'accent sur des choses sur l'impact que peut avoir l'activité et aussi sur ce qui peut être problématique Ouais, dans cette activité tout à et fait. essayer de. Parce qu'autant on a de pas mal de résoudre. littérature sur qu'est-ce que ça fait que de jouer aux jeux vidéo sur des personnes âgées, mais du jeu vidéo en compétition devant un public avec des gens qui hurlent, bah de manière générale, on a plusieurs hypothèses. Ça peut à la fois être intimidant et donc bah, les mettre dans des situations très délicates et qu'il faudrait éviter. Donc peut-être c'est pas très bon en fait de faire ça de cette manière-là, ou au contraire c'est de se dire bah c'est un moment assez incroyable qu'ils vont vivre et donc voilà, il fallait déjà, on va dire, l'évaluer quoi. Puis il y avait une. Alors moi quand je suis arrivé, donc je l'ai découvert Silvery comme toi, donc dans une compétition à l'AGA où j'étais en tant que bénévole, où j'étais sur un tournoi. Ouais. Et pareil, complètement par hasard, je me suis retrouvé en plein milieu d'une foule en délire et j'ai adoré, c'était vraiment super. Et quand j'ai eu la possibilité de rejoindre Silvergeek, c'est vrai qu'il y a une des questions, c'était est-ce que il y a pas un certain
une certaine problématique à faire monter des seniors sur scène, en se disant est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté bête de foire on fait monter des vieux pour être, complètement. et juste pour que les jeunes soient contents. Mais en fait, de toutes les compétitions que j'ai vues maintenant, en fait, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance en général de la part du public, qui fait que, en fait, non, c'est clairement pas, je pense, des objets qu'on dépose. Non, mais c'était une question. Mais c'était clairement, en tout cas moi personnellement, c'était clairement quelque chose que. C'est une vraie question légitime, c'est une question tout à fait légitime. Et de manière générale, c'est est-ce que ça peut permettre aussi de sensibiliser le grand public à on va dire à la question du vieillissement de manière générale, par lequel on va tous passer. Là, pour le coup, on n'a pas le choix, on va tous vieillir. Donc, et puis surtout, on va a priori vieillir toujours un petit peu plus longtemps et toujours un peu plus en bonne santé. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour s'entretenir? C'était des vraies questions. Donc, aujourd'hui, chez Silver Geek, il y a un conseil scientifique. Je sais pas s'il s'appelle comme ça, je crois, une commission scientifique. Commission recherche. Une commission recherche, ouais. Je sais même pas comment ça s'appelle. Et donc Vincent m'a demandé de la rejoindre à titre personnel et a demandé à Francis Sport est-ce que la personne qui était en charge de la diversité, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, puisque aujourd'hui c'est plus moi qui suis en charge de ces questions-là chez Francis Sport, mais c'est qui d'ailleurs hein aujourd'hui c'est Romain Sombré, qui est le vice-président à l'innovation, impact et innovation sociale, on a appelé ça aujourd'hui. Et donc c'est vice-président, c'est Romain qui a pris le relais et donc fasse partie du conseil d'administration. Donc Francis Sport fait partie du conseil d'administration de Silver Geek et moi à titre personnel je fais partie donc de la commission recherche de Silver Geek et donc avec que Julien a lu, que vous au voyez même titre pas, que mais qui est Julien juste à côté, qui attend patiemment son intervention aussi. et que d'autres collègues chercheurs, on peut citer Catherine Esnard par exemple, Gabriel Lavenir, tout à fait, Marion Haza, Laurent Bosquet, non je sais pas si Laurent il est Nicolas Roumagne. Nicolas Roumagne de Ressentez-vous. Ressentez-vous. Ouais. Une bonne flopée de chercheurs et dans un peu tous les domaines possibles qui peuvent graviter autour de ces problématiques. Complètement, ouais. Des seniors, de la compétition, de l'e-sport, de la santé, etc. Ouais. Donc voilà, donc à titre personnel c'est ça et donc moi ça me permet ensuite avec moi, je suis responsable d'un master dans ma fac, qui est un master en activité physique adaptée. Donc les activités physiques adaptées, c'est comment est-ce qu'on adapte des activités physiques en fonction de différentes populations qui auraient des besoins spécifiques. Donc ça peut être des personnes avec des déficiences motrices, des déficiences intellectuelles, des déficiences sensorielles, des déficiences, on va dire des personnes en vulnérabilité sociale ou des choses comme ça. Et donc on travaille beaucoup aussi avec des personnes qui sont des personnes âgées et donc ça me permet de mettre aussi certains étudiants en stage au sein de Silver Geek et puis qu'eux puissent utiliser, on va dire, les différents dispositifs qu'ils déploient comme terrain d'étude et donc récupérer des données. Donc moi, c'est plutôt des données, on va dire, en sociologie et en psychologie sociale, donc sous forme d'observation participante. Donc on va dire les outils méthodologiques qu'on utilise le plus, ça va être ce qu'on appelle les enquêtes ethnographiques. Le carnet de terrain. Le carnet de terrain, exactement. Donc de l'observation participante, du carnet de terrain, des entretiens. On va passer pas mal de temps à discuter avec les seniors, les enregistrer, essayer de... En fait, ce qu'on récolte, c'est leur vécu expérientiel, c'est-à-dire comment est-ce que eux vivent cette expérience, parce que ça a beau être la même compétition pour potentiellement 4 seniors, ils vont pas la vivre forcément de la même manière. Et donc c'est cette subjectivité qu'on essaie de rechercher et qu'ensuite on vient objectiver en essayant de comprendre quels sont leurs parcours de vie, quelles sont leurs catégories sociales, quels sont leurs environnements familiaux, pour on va dire leur appétence pour les nouvelles technologies, le jeu vidéo et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils le vivent de cette manière-là en fonction de leur propre vécu, quoi. Donc voilà. Et donc on fait de la recherche, on récolte des données. Ensuite, les étudiants présentent ça au sein du conseil d'administration de Silver Geek ou au sein de la commission recherche, on partage ces différents aspects. Et puis, il y a cette volonté de continuer à déployer aussi Silver Geek sur l'ensemble du territoire national. Et l'Île-de-France, c'est un bassin qui est... sur lequel il y a quand même un grand nombre, on va dire, de personnes âgées institutionnalisées ou non, sur lesquelles il y a pas mal de choses à faire. Et mon université, qui est donc l'université Paris-Cité et mon laboratoire, on sert entre autres par mon intermédiaire un peu aussi de relais pour essayer
d'activer les EHPAD avec lesquels on a l'habitude de travailler, les tiers-lieux numériques dans lesquels on a l'habitude d'intervenir et ainsi de suite pour participer en toute modestie et à notre petite mesure, on va dire, au déploiement de Cybergeek. Je pense qu'il n'y a pas de petite mesure. J'ai envie de faire le parallèle avec le Téléthon. Si vous voulez donner, n'hésitez pas. C'est pareil, il n'y a pas de petite mesure. Hein. Si vous voulez donner 1 euro, c'est déjà génial. Donc, Complètement. Il y a le petit QR code qui se trouve en bas là, juste là. Vous avez juste à le flasher. Vous allez tomber directement sur la page qui vous permet de donner au Téléthon. Donc n'hésitez pas. Je vois mes parents qui s'impatientent un petit peu à côté. C'est eux les vrais joueurs. On va peut-être leur laisser C'est eux les vrais joueurs. On va leur laisser la place du coup. On va juste changer de jeu et remettre la bonne scène après pour pouvoir les laisser jouer et laisser du coup Nicolas discuter avec eux. Qui vais discuter avec eux. Exactement. Je leur mets le micro. Ouais, voilà. Et toi, je te laisse le micro-cravate. Et moi, je vais changer de jeu. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me décaler là. Ouais. Et donc, Odile et Philippe, hein, on est d'accord, c'est bien ça. Donc, c'est Odile qui vient s'installer à côté de moi cette fois-ci. Ouais, bah. non. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Merci pour cette discussion, du coup, Nicolas. C'est un vrai plaisir. Et puis, peut-être qu'à l'occasion, on aura la possibilité d'approfondir tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui, mais qui sont tout aussi intéressants et que j'aimerais bien traiter aussi avec toi. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion, allez lire ses articles, allez lire tout ce qu'il fait. Il y a des choses vachement intéressantes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je trouve The Last of Us hyper flippant. Je me fais agresser par des zombies. Mais on te le laissera que tu puisses t'entraîner. Oh la vache. Non, mais, d'ailleurs, ça serait intéressant de clipper le moment où je sursaute. J'ai vraiment été surpris. Ouais. On est sur la sélection des jeux. Hein. Je vous explique. On est sur... Ça sera Tomb Raider. Alors, Odile, rapproche-toi de moi. Et comme ça, Philippe, tu rentres aussi dans le cadre. Hop là. On se tutoie, hein, donc voilà. Ouais, déjà avant. On vient juste de se rencontrer. Donc on vient tout juste de se rencontrer, donc mais profitons-en, hein, on se tutoie. Je sais pas si c'est bien comme ça. Ouais, ça va être cool. Parfait. On n'a pas l'habitude. Très bien. Donc, Odile, on va jouer à quoi? Qu'est-ce que tu as choisi alors? On a choisi Tomb Raider. Tomb Raider. Shadow of Ok. the Tomb Raider. Ok. C'est un jeu auquel vous avez l'habitude de jouer tous les deux? Oui. Ouais. Oui, on l'a déjà terminé. Et, Une seule fois, plusieurs fois? Une fois chacun? 2 fois celui-là. 2 fois celui-là. Ouais. Ok. Ah bon, bah alors 2 fois. Ah ouais. Donc ça sera la 3e là. Ah, parce que là, on va le finir tout de suite. Ouais. Donc, on est parti pour plusieurs heures de C'est gameplay. ça. Ok, très bien. Ouais, c'est cool. En général, c'est ce qu'on fait. On part pour plusieurs heures. Ok. Ouais. C'est toujours des longues sessions de jeu quand Ah, vous lancez. Ça peut être 6, 7 heures, 8 heures, parfois la nuit. Ok, cool. Ouais. Le moins qu'on ait fait, ça doit être 2 heures parce qu'on n'avait que ces 2 heures-là de dispo. Quoi. Ok, je vois très bien. Alors peut-être on va avant de rentrer sur on va dire le jeu, le fait de jouer et même que qu'on discute de ce que ça vous fait de jouer, peut-être vous présenter un tout petit peu plus. Est-ce que on peut, je sais pas si ça se demande, mais est-ce que vous êtes encore en activité professionnelle? Tous les deux, vous êtes plus en activité professionnelle? Ah non, sinon on aurait moins le temps de jouer. C'est un peu pour ça ma question, c'était pour savoir justement. Ah oui. Donc plus en activité professionnelle. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite? Orthophoniste. Orthophoniste, super cool. Et moi, j'étais ingénieur informatique. Ok. Peut-être il y a un lien avec le jeu vidéo. On va Pas voir. trop, parce que Pas j'ai été forcément dépassé, mais pas dans les jeux. Et en informatique, oui. Ok. Ok. Orthophoniste, c'est intéressant. J'y reviendrai peut-être après, mais parce que souvent les écrans au sens large sont souvent pointés du doigt à juste titre ou à tort. C'est pas à moi d'en décider, mais sur le fait que ça pourrait notamment sur la toute petite enfance, retarder le développement cognitif, le développement du langage et ainsi de suite. Et je trouve ça intéressant qu'une orthophoniste joue aux jeux vidéo, mais on y reviendra peut-être après. Ok, donc on va se lancer sur Tomb Raider. Philippe, c'est toi qui joues, et comme ça, est-ce que toi, t'es comme moi, t'arrives à jouer et parler en même temps ou Non, ok. Donc ce que je propose, C'est un c'est... mec. Ouais, exactement. C'est Assez d'accord. Ok. Ah, très bien. Non, mais ça c'est cool. Donc ce qu'on fait, c'est Philippe, tu commences à jouer, mais je vais
on va dire en priorité parler avec Odile et puis ensuite on inversera. Ok. Cool, on fait ça. Donc Odile, quand même, juste pour essayer de mieux comprendre, comment est-ce que tu as découvert le jeu vidéo? À travers nos enfants. Ok, à travers les enfants. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup joué avec nos fils. Ouais. Des tas de jeux, jeux de plateau, jeux de cartes, Ok. jeux qu'on inventait, enfin plein de choses comme ça. Et puis, une année, ils nous ont dit que pour Noël, ils voulaient une Mega Drive. Ok. Une Mega Drive, ça nous disait rien. Ok. On s'est dit, bon, bah, ça doit être, je sais pas. Donc, ils ont eu leur Mega Drive, et puis il y avait des jeux avec, évidemment. Et ils ont commencé à jouer, on s'est dit, ah. Ça a l'air pas mal. Et ouais. Et ce qui était intéressant au début des jeux vidéo, c'est qu'on pouvait souvent jouer à 2 voire 4. Ok. Et donc on a beaucoup joué avec mon fils. Ok. C'est quoi les premiers souvenirs de jeux auxquels vous avez joué justement à plusieurs? Alors, je vais pas dire le premier souvenir de jeu, mais le jeu qui nous a fait le plus rire et qui a créé quelque chose de magnifique entre nous quatre, c'était un jeu qui se jouait à 4, qui s'appelait Micro Machine. Ah ouais, mais trop bien, où on partage la manette à... On était à 4 à jouer sur l'écran. Voilà. Mais On a fait des soirées extraordinaires. Mais on a eu des crises de fou rire. Alors ça me fait Mais- plaisir parce que moi aussi c'est l'un de mes jeux préférés. Alors là, c'était Incroyable. mais Sur le billard là, les petites voitures qui dans passent. le plus drôle, c'est dans la cuisine, Dans la cuisine. sur l'évier. Ouais. Parce qu'il y avait une éponge qui se baladait d'un côté à l'autre de l'évier. Les voitures arrivaient d'un côté, il fallait passer sur l'éponge pour pouvoir atteindre l'autre côté. Et l'intérêt du jeu, c'était de pousser les C'est autres l'autre dans sur l'eau. l'épaule, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà. Ok, Micro Machine, je vois très bien, super jeu. Tandis que donc Philippe, on est parti hein, là, donc là sur Tomb Raider, ça démarre. C'est par l'intermédiaire de vos enfants. Il y a combien d'enfants vous avez? 2 enfants, 2 garçons? Oui. 2 garçons. Donc aujourd'hui on peut dire donc il y a Jonathan, Oui. voilà. Et le deuxième, Thomas, qui est plus jeune, plus âgé. Plus âgé. Plus âgé. Ok. Et donc, comment ça se passait à cette époque-là sur vous jouiez ensemble et il y avait un seul écran, j'imagine, dans la Oui, maison il y à avait cette un seul. époque-là. Donc Bah, c'était beaucoup plus facile de jouer tous ensemble. Oui, et puis c'était surtout beaucoup plus plaisant. Ouais. Parce qu'on partageait quelque chose. Eux, ils aimaient les jeux vidéo. Et nous, ça nous permettait de partager leur passion, comme on avait partagé certaines des nôtres avec eux. C'était vraiment... j'ai beaucoup aimé cette période-là. Ok. Maman Et, dit que ça dérange la waka de la cascade quand je joue dans la grotte. Parce qu'on limitait Elle dit quand que c'est même trop dangereux, euh, même s'il y a des tas de trucs. faire d'autres choses, qui n'est pas que ça. Et quand ils dormaient, bah... Ok, donc ça veut dire une fois les enfants couchés, vous rallumiez la Mega Drive et, c'est et vous rejouiez ensemble. Et après, Ok. on pouvait discuter de stratégie avec eux. C'était... Non, ça a créé une complicité parce qu'on s'est intéressé à ce qu'ils aimaient Ok. au niveau des jeux vidéo. Et est-ce que il y a eu des moments où peut-être, je dirais peut-être pas de compétition, mais au début peut-être vous étiez plus à l'aise, plus adroit dans les jeux qu'eux, ou ils ont toujours été meilleurs que Ah, ils vous? ont toujours été meilleurs, ça C'est vrai c'est clair. Ok. Ouais, ouais. Non. Mais c'est la différence, elle est stratosphérique. Ok. Donc ils avaient un peu pitié de nous, je pense. Ok. C'est-à-dire que parfois nous, comme nous on avait fait avec les jeux de plateau, les jeux Attention, l'inversion ami des de valeurs râteau. presque. Ouais, Les guerriers jaguars. on a chacun des Mieux vaut les expertises dans éviter. différents domaines. Ouais. Ils cherchent sans arrêt Et le des... choix des jeux, ça se activités faisait rebelles. comment? C'est-à-dire c'était Ils sont toujours sans eux qui pitié. choisissaient les jeux qu'ils voulaient et vous vous adaptiez, ou des fois vous arriviez en disant tiens, nous on a vu ce jeu-là, on va se le prendre pour nous, et vous le faisiez découvrir à oui. vos enfants? Au tout début, il y avait assez peu de jeux, donc c'est je crois que j'ai sélectionné. Parce qu'on n'était pas assez compétents pour faire une sélection à cette période-là. en tout cas. Et aujourd'hui, Mieux aujourd'hui, bon, on ne se mesurera pas à eux, ça c'est clair, mais on tient notre place. Ok, cool. Moi je l'espère. Et alors, qu'est-ce qui, toi, à titre personnel, te plaît autant dans le jeu vidéo? Peut-être on peut commencer justement, vu qu'on est sur... J'aime bien les jeux de rôle déjà, donc
si on ne peut utiliser qu'un seul personnage, ça a un côté convivial. On discute de la stratégie, on discute des missions qu'on choisit. Ça reste convivial et moi c'est ça que j'aime. Ok. Il n'y a pas de compétition, j'aime pas la compétition, ça m'épuise. Vous partagez tout le temps vos sessions de jeu à deux. Est-ce que des fois ça t'arrive de jouer sans Philippe? Ok. Et est-ce que des fois ça vous arrive de jouer chacun de votre côté à un jeu, par exemple Non. l'un qui est sur Non. un écran et l'autre sur un autre écran? Non. Si vous êtes tous les deux, vous jouez ensemble. Oui. Ok. Oui, parce qu'on serait mutuellement frustrés de ne pas pouvoir jouer le jeu. Ouais, je vois bien. Juste j'en profite là, Philippe, donc c'est le tout début du jeu là? Non, c'est plutôt la fin. C'est plutôt la fin. Ok. Sur Tomb Raider, c'est plutôt la fin. Après tous les trucs sympas, les tombeaux sympas, etc. Donc là, les petites bricoles. Donc là tu vas essayer de faire une quête, tu es en train d'essayer de faire une j'essaie quête. de regarder s'il en reste, mais en fait. Vous avez tout fait? Ouais, oui. Celui-là, il est vraiment. Bon, il Et- reste quelques trucs, quelques Et- fresques. Est-ce qu'il y a une quête ou je une regarde, chose que tu as bien aimé et que tu te dis ah ça j'aimerais bien le refaire par exemple? Je pense que dans Tomb Raider, ce qui est vraiment sympa, c'est les tombeaux là, qui sont à faire parce Ouais. que à chaque fois, ce sont des énigmes très différentes les unes des autres, Ok. avec souvent un niveau de réflexion qui est. Alors, c'est pour ça que c'est sympa de jouer à deux, parce que quand il y en a un qui fait les jambes, l'autre fait la tête. Et donc, on s'aide mutuellement à trouver le truc qui va permettre de passer, de résoudre l'énigme, etc. Et on fait ça très souvent, en fait. Alors, dans les jeux où on joue à deux, moi, je suis plutôt les jambes et Odile plutôt la tête. Alors, je suis le bourrin. Hein. Donc ça veut dire quand Pas tu dis devant. les jambes, ça veut dire que c'est les doigts, j'imagine, c'est toi qui tiens la manette. Non, et- les deux, ça peut être les deux. Je me rappelle qu'on avait fait Evil Dead à deux, en écran splitté. C'était pas Resident Evil? Ou Resident Evil. ouais. Resident Evil. Donc Odile m'envoyait régulièrement au front. Et elle restait en arrière avec un snipe pour m'aider. Moi, je suis très bonne au snipe. Voilà. Et bon, je prenais les coups et Odile m'aidait. Bah oui. Non, mais c'est très sympa. À jouer à deux, il y a des jeux qui sont vraiment super sympas. Ok. Et justement là-bas, vu qu'on est en train de discuter, toi, qu'est-ce qui te plaît tant dans le jeu vidéo? Donc il y a à la fois ce côté social, j'ai l'impression que c'est là-dessus où clairement vous avez peut-être un point commun, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te plaît dans le jeu vidéo? Ouais. D'abord, on aime bien les jeux où il y a de la réflexion. Donc, on préfère faire effectivement un Tomb Raider, un Uncharted ou des choses comme ça où parfois il y a des énigmes à résoudre que des jeux de combat uniquement. Ouais. Les beat'em, Voilà. c'est molle, c'est pas trop notre truc. Ouais. Et puis, c'est un univers comment on partage effectivement ensemble et avec nos amis, parce qu'on a aussi des amis qui jouent pour nos âges et qui jouent et qui aiment jouer, et on partage les jeux, les expériences qu'on a faites, qu'on a eues, ils nous conseillent des jeux qu'ils ont aimés. C'est effectivement, ça peut effectivement avoir un côté très social. Ok. Toi, On tu n'est pas disais. tout seul. Ouais, clairement. Tu disais que toi, t'étais à la base, tu travaillais dans l'informatique. Ouais. Est-ce que, tu avais l'air de dire non, mais ça t'a pas aidé, on va dire, à appréhender le jeu vidéo ou les nouvelles technologies différemment? Bah, écoute, si tu poses la question à mes enfants, ils diront que je suis une quiche en informatique. Ah ouais, C'est certainement le cas aujourd'hui. sympa les enfants, hein. Toujours ingrat les enfants. Hein. Je suis jeune papa, je découvre ça aussi, quoi. Non, mais je sais ce qu'est un écran, ce qu'est un clavier, mais c'est un univers différent. Je pense que tout le monde peut jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour jouer. Après, c'est une envie. Nous, on a toujours eu envie de jouer. Ouais. On a toujours été joueurs. Quand on était jeunes, on organisait des tournois de tarot à la maison, Ok. des jeux de rôle, des Cthulhu, des Donjons et Dragons. Peut-être que ça dira ok. quelque Ah ouais, chose. bah ouais, les Voilà. Donjons et Dragons, je pense que ça parle quand même à pas Voilà, mal de donc monde. on a passé des nuits entières à jouer avec nos amis, à organiser. On a même fait des scénarios Voilà, on a organisé régulièrement, on a organisé des rallyes pédestres. Voilà, enfin, on a toujours aimé le côté jeu, le côté social. Ludique. Le côté ludique. Ça Et, fait tellement de bien quand on sort du boulot.
Ouais. Voilà. C'est Donc, convivial, et le partage. donc on y est venu un peu naturellement, aidé par les enfants effectivement, et puis le plaisir qu'on a pris à jouer avec eux, comme le disait tout à l'heure à Micro Machine, on a passé des soirées entières à jouer avec nos enfants à quatre, en restant bloqués sur une éponge ou sur... enfin, c'est extraordinaire, on a passé des moments extraordinaires. Et puis à tester les jeux le soir quand ils étaient couchés, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y avait pas de scène trop violente, trop dure, Aussi pour leur faire croire qu'on n'était pas mauvais. et puis leur faire croire qu'on n'était pas On mauvais. s'est entraînés. On s'est entraîné et puis on y a pris goût et puis maintenant on joue. Donc ça a été la PlayStation, d'abord la console Nintendo, La après Mega Drive, la PlayStation, Nintendo, la 1, 2, Xbox, 4. la Play. Ok. Vous jouez beaucoup sur console, donc pas tant sur PC. Non, pas tellement. non. Ok. On te laisse continuer, hein, Philippe. Ou alors tu veux passer la manette un peu à Odile ou... Tiens. Ouais. Comment est-ce que vous choisissez les jeux aujourd'hui, actuellement, sur lesquels vous... Comment est-ce que vous vous informez sur le jeu vidéo, de manière générale? Alors on est des enfants qui sont très doués. Parfois ils nous donnent des conseils. Nos amis qui jouent aussi, qui nous donnent des conseils. Par exemple, on a fait 2 fois Ghost of Tsushima. Là, c'est un conseil d'un ami qui joue et qui nous a dit c'est un jeu magnifique, qui est très beau. Enfin, voilà, donc on y est venu et c'est vrai qu'on a adoré, donc on l'a refait 2 fois. Ok. Donc après, c'est l'univers dans lequel on baigne, nous, avec nos amis, qui fait que parfois un peu là-dessus, mais c'est assez rare. C'est plutôt ça, par les conseils de notre ami. Et justement, là, tu évoques donc des amis qui sont joueurs, mais est-ce que par hasard, dans votre entourage, vous avez des gens qui sont peut-être un peu plus sceptiques quant à votre pratique du jeu vidéo, qui se disent « Oh, mais le jeu vidéo, c'est pour les enfants, vous devriez peut-être avoir d'autres activités ». C'est vrai que, historiquement, on associe d'autres types de jeux aux personnes qui sont des néo-retraités. Moi, je le vois autour de moi. Mon père, ça a été beaucoup le bridge, par exemple. C'est un gros bridger. Dans la Normandie, dans laquelle j'ai moi passé pas mal de temps, c'était beaucoup la coinche. Ça jouait à la belote tous les vendredis soirs, quoi. C'est vrai que le jeu vidéo aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est plus une contre-culture, c'est une culture très populaire. Mais est-ce que parfois ça peut créer des interrogations dans, je sais pas, vos anciens collègues de travail, d'autres amis? Alors, ça peut créer des interrogations, en particulier sur la durée pendant laquelle on peut jouer. Ah. Voilà. Parfois, les gens sont surpris qu'on puisse leur dire qu'on joue jusqu'à 4h du matin et que c'est à 4h du matin, on est surpris et qu'au moment où on se dit qu'il faut quand même aller se coucher un peu. Donc ça peut surprendre. Globalement, dans notre entourage, les gens sont assez ouverts, je pense, par rapport à ça. Alors chacun a ses plaisirs, et puis on n'a pas que celui-là. On aime marcher, on rigole énormément, on voyage. Plein de voyages, voilà. Et puis on aime rencontrer des gens. Donc, voilà, on n'est pas asocial du tout. On n'est pas à l'image que certains pourraient penser, caché derrière sa console de jeu tout le temps, détruit socialement par le jeu, c'est pas le cas. Quand on voit beaucoup de gens, Ah, le retour de la c'est guerrière. pas incompatible. Encore merci. Non, clairement pas. Je suis assez curieux, là, vous me dites quand vous faites des sessions jusqu'à 4h du matin, à quoi ça ressemble une session jusqu'à 4h du matin? Est-ce que vous êtes sous un plaid avec des chips et du coca, ou plutôt sous un plaid mais avec un bon petit repas, une bonne bouteille, Du café. plutôt du café pour rester éveillé? Sous un plaid pour Odile, oui, ça c'est clair. Le plaid est Ça normal. fait partie, voilà. Ok. Et puis sinon, ouais, c'est du café, c'est des paquets de gâteaux, des standards, parce que sinon, ça va être faim, Ouais, ok. Ah, non, mais c'est plutôt cool. Est-ce que c'est dans le noir ou est-ce que vous laissez les lumières allumées? Lumière tamisée. Lumière tamisée, ok. Dans le salon? Oui. Ok. Donc la pièce centrale. Ouais, Oh, c'est ah bien oui, oui, stylé, on là, il n'y a plus rien à faire. le jeu, on joue confortablement installé. Ok. Voilà, donc, on est dans des fauteuils.
Est-ce que ça a par exemple impliqué d'acheter une plus grande télé ou pas spécialement, pas assez? Ah, c'est pour pas que tu rigoles, Odile. Parce qu'on a une très grande télé. Qui était déjà grande avant de jouer aux jeux vidéo. Mais là, elle est encore plus grande. Ah ouais, ok. C'est vachement plus. Ouais, vous êtes créé un espace qui est favorable à une bonne pratique dans des bonnes conditions du jeu vidéo, c'est ça que je veux dire? Ok. Avec du bon son, des bonnes enceintes ou Voilà, du bon son, des bonnes enceintes. Alors, c'est pas lié uniquement ça, parce que c'est vrai aussi qu'on aime bien regarder un bon film, un reportage. Mais c'est vrai que jouer sur un grand écran avec un son sympathique, c'est plus simple. Ah ouais, bah ça c'est. J'imagine bien, ouais. Et on rentre mieux dedans. Et alors, donc là aujourd'hui c'est la première fois que vous venez donc, sur un rassemblement de plein de joueurs. Ça a été quoi votre premier sentiment, votre première réaction en voyant ça? Il y a du monde. Il y a du monde. Génial, super ambiance. Vraiment une très bonne ambiance. Ça a l'air bien sympathique. Bien. Les gens ont l'air contents d'être là, heureux de jouer, heureux de s'amuser. Ben, c'est fait pour ça que je suis venu. Clairement. Est-ce que Jonathan, il vous avait prévenu que ça ressemblerait à ça ou pas du tout? Vous vous attendiez à ce qu'il y ait du monde comme ça ou vous vous attendiez à arriver dans une petite pièce avec juste quelques personnes qui jouent? Vous saviez pas à quoi vous attendre? Non, moi franchement, je ne savais pas. Non, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi. Ouais. Jonathan aime bien nous faire des blagues et des surprises. Ouais. Voilà. Mais c'est une belle surprise. Ok, Voilà. bah ouais, carrément. C'est sympa. Bah, là, effectivement, pour le dire aux personnes qui regardent, hein, donc il y a, je dirais, peut-être 250 joueurs, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de monde. Comme n'importe quel événement caritatif qui rassemble autant de streamers, bah, il y a à la fois des gens qui se déguisent, Voilà, des ça gens bouge qui... On a vu des dinosaures. Ouais, il y a des dinosaures, il y a une licorne. Ah, je l'ai pas Elle vu. vient de se déshabiller, mais elle est juste là. Tu vois la Ah licorne? oui, oui, oui. Il y a une Toute rose et licorne. blanche. Exactement. Il se passe pas mal de choses et plein d'animations. Et il y a du bruit aussi. Ouais. Il y a du bruit. Mais c'est quand même assez cool. Et où tu nous emmènes là? En fait, je t'ai entendu râler parce que tu avais tout fait en fait, c'est ça? Bah, disons, tout ce qui m'intéressait après les cages de survie, bon. Je voudrais sortir de cette partie-là, là. Tu te souviens comment on fait? J'arrive pas à sortir. Parce que le C-Note, on a... Des zooms. Ah ouais, on a complété 53%. Là. Ah, il nous manque un document et des caches de survie. Tu veux les faire, les caches de survie? Dézoomer. Tu veux faire les caches de survie ou pas? Non, c'est chiant. Hein. On a tout ce qu'il faut. J'arrive pas à dézoomer. Ah oui, zut. Je fais exprès de vous laisser un peu tous les deux parce que comme ça on voit comment à quoi elle correspond votre pratique, c'est rigolo quoi. Cette façon que vous avez de vous aider. Alors là, on a fait 79. Là, 100%. 74. 81. Tu veux faire quelle partie, toi? Lieu inconnu, mais quand même. Bah ouais, on l'a fait. Là, on a fait quoi? 72. Ah bah, ok. Et après... Alors regarde, on n'a rien fait là. Tu peux y aller. Ouais. Faut trouver un feu de camp. Bah, zoom. Ah oui. Attends. Là. Ça s'appelle Falaise de Cozumel, ok. Ah, flûte. Excusez le langage. Ah bah ça va, flûte, ça va à peu près. Attends, je cherche une autre. Je suis là, hein. Où je suis? Je me suis perdue. Ça, c'est comme là. Ah, c'est là. On est là. Ils m'ont bien raconté Falaise que de Cozumel. lorsque vous alliez vous coucher, eux-mêmes se remettaient sur la console, à la fois parce que ça leur plaisait, mais aussi pour peut-être Voilà. paraître un peu moins mauvais le lendemain. Ils m'ont bien raconté. Voilà. Pour l'instant, on parle énormément, mais là, je voulais aussi les laisser un peu voir comment est-ce qu'ils interagissent, tu vois. Et c'est assez intéressant de voir comment Odile, elle fait appel de temps à autre à Philippe pour dire attends comment je fais ça et ainsi de suite. Je trouve ça assez cool aussi. Est-ce que tu l'as vu rentrer dans le jeu? Pas encore, Il n'y a j'ai pas, mais là, Mais- ça serait bien de Elle m'a trouver. dit avant de venir, ah, faut que je m'entraîne à pas trop le faire. Ça paraît si bien en live. Je me dis, mais non, mais en fait, c'est juste la manière de jouer. Ouais. C'est-à-dire que Odile, quand Tomb Raider se balance au bout d'une corde,
elle accompagne le Moi, je mouvement. l'aide C'est parce qu'elle me fait de la peine, j'ai peur qu'elle tombe. Bah, je suis bien d'accord avec Alors, toi. ouais. Regarde, t'as fait des choses là. Ah ouais. C'est rien. Ah bah c'est plein. Et alors, toi, Philippe, dans Tomb Raider, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Tu as évoqué les énigmes, donc j'ai l'impression que tu aimes bien. À la fois un truc dans lequel on peut s'impliquer vachement. Et Moi, puis, je passe il y pas, a- là. Il y a un mix entre bagarre, énigmes et recherche de solutions sur ce jeu-là. Et puis, le graphisme est vraiment sympa. Donc, celui-là en particulier, j'aime bien. Bon, alors après, c'est un driver aussi qui a un petit idée, hein, donc Odyssey, par exemple, Odyssey, je vais pas faire le nom. Ok. Ouais, c'est Il y a l'idée une de. trame, il y a une histoire, il y a une collective, donc quand même une quête annexe, mais Ah, finalement, c'est vrai que c'est liquide aussi, mais les quêtes secondaires, On voit Odile là qui n'est pas satisfaite. mais non, c'est n'importe quoi, ça m'énerve. elle se défoule. Est-ce que la question de la difficulté du jeu, ça peut être rédhibitoire pour vous? Est-ce que des fois il y a des jeux sur lesquels que vous auriez aimé faire et que vous vous êtes Oui. rendu compte que c'était difficile? Oui, Ok. T'as un nom tout de suite qui te Oui. vient en tête? le dernier Rainbow Six. Ok. Il est très difficile. Qu'est-ce que tu trouves difficile particulièrement? Euh, Ça va vite, c'est difficile à prendre en main. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des personnages qui sont des ennemis qui... Moi, je te laisse faire parce que là, moi, les labyrinthes, non mais je peux tourner 10 fois en rond sans trouver la sortie. Bah alors, Oui, dans Rainbow Six. Six, il y a des personnages qui sont des ennemis qui apparaissent de façon abrupte. C'est-à-dire, on avance et quand il y a un ennemi qui est là, il tire des choses, bon, terminé, on va. Et donc, il n'y a pas vraiment une... Quand c'est trop dur, ça peut briser l'immersion. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Ok. Et puis, c'est pas une tactique à mettre au point, c'est pas une stratégie à mettre au point, c'est juste de la mémorisation. Ok. Le personnage apparaît à tel endroit, ok, soit après tu le pof. Donc, va au suivant, et ainsi de suite. Quoi. Donc, Ok, ça, il y a, ça peut il être y a un peu d'autres rédhibitoire. jeux pour faire de la mémorisation. Là. Intéressant. Et je suis déçue parce que j'avais adoré Rainbow Six Las Vegas, mais j'avais adoré. C'est vrai? Ah ouais. On l'a fait plein de fois, vraiment. Et est-ce que c'est difficile à prendre en main pour toi la manette? Non, ça va? Au début, oui. T'arrives à. Tu vois, par exemple, moi, qui joue pas très souvent sur des jeux consoles, bah, quand il y a écrit qu'il faut appuyer sur carré ou sur rond, et bah, des fois, je suis obligé de regarder mes doigts parce que je sais pas où se trouve le carré ou le rond. Non, Toi, ça- c'est bon? Ça y est, c'est bien intégré, Ouais, bien incorporé. En revanche, quand il change un peu cette partie du gameplay, c'est-à-dire, c'est quoi le jeu là qu'on a fait en ce moment? Ah oui, Odyssey. Odyssey, il y a des commandes qui habituellement, dans la plupart des jeux, répondent à la touche rond. Et dans Odyssey, ça répond à la touche carré. Et donc, bah, spontanément, on va faire rond et voilà. Et du coup, ça fait pas ce qu'on veut. Ok. Est-ce que tu sais que des fois, en rentrant dans les paramètres, tu peux changer les actions qui sont assignées à certaines touches ou pas? Oui, mais pas celle-là. Là, dans ce cas-là? Non? Ok. Non. En train de regarder comment se débrouille Philippe. Est-ce qu'il se débrouille mieux que toi, tu trouves là? Ça dépend de ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, s'il faut y aller à fond, c'est Philippe. S'il faut être un peu plus patient, c'est moi. Ok. On a chacun nos points forts et nos points faibles. Ouais, je vois ça. Et c'est bien.
là, par exemple, tu vois, Ouais. c'est un genre de labyrinthe, mais c'est même pas la peine que je le fasse. C'est vrai? Ah non, mais c'est pas la peine. Mais même dans le monde réel. C'est quoi? T'estimes qu'en termes d'orientation spatiale, t'es pas à l'aise? C'est C'est ça? pas que je suis pas à l'aise, c'est que je suis nulle. Pourquoi tu crois que t'es nul sur Bah, l'orientation non, spatiale? mais tu veux des preuves? Non, alors ça, je veux bien te croire que Voilà. que tu fasses des erreurs, hein. Mais Ah non, mais des erreurs, moi, c'est plus des erreurs. Je t'explique. Un jour, je devais aller de Meudon à Malakoff. Je sais pas si tu connais, il y a Ouais. 5 km. je vois très bien. Voilà, très bien. Au bout d'un moment, j'appelle Philippe et je lui dis Philippe, c'est normal que je vois flécher Orléans 10 km. Voilà, pour donner le niveau. C'est vraiment le niveau très bas de gamme. Ok. Pourtant, on dit que les jeux vidéo, justement, notamment les jeux vidéo en 3 dimensions, comme c'est le cas là de Tomb Raider, c'est des jeux qui peuvent permettre d'améliorer justement cette capacité à s'orienter dans des espaces en 3 dimensions. Rien du tout. Alors, peut-être pour des personnes qui ont une base potable, mais moi, j'ai même pas la base de l'orientation. Est-ce que justement vous avez l'impression que ça a développé des choses chez vous, le fait de jouer aux jeux vidéo? Je ne parle pas forcément de compétences cognitives ou physiques, mais même des compétences sociales. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous étiez très sociable, vous faisiez plein de choses. Mais est-ce que, au-delà de votre propre personnalité qui vous a encouragé à jouer à tel ou tel type de jeu vidéo, est-ce que vous avez eu au contraire l'impression que des fois le jeu vidéo, ça vous a permis de développer des choses ou que ça vous permet d'entretenir peut-être d'autres aspects? Mais ça nous a permis, je pense, de créer un canal de communication avec nos fils. Ouais. Oui. C'est hyper important ça. Oui, pour nous, ça l'était en tout cas. Parce que si on ne s'était pas intéressé aux jeux vidéo, je présume qu'il y a plein de pans de leur vie auxquels on n'aurait qu'on n'aurait pas connu. Et non pas qu'on veuille s'immiscer, moi je veux absolument pas ça. Mais disons, c'est sympa de pouvoir parler de tas de sujets différents. Ok. Et est-ce que parfois le jeu vidéo ça a été source de conflits au sein du foyer à des périodes, peut-être à l'adolescence Est-ce que Non. non? Non, la seule chose qui peut s'apparenter à un conflit, c'est quand ils étaient jeunes et que je leur disais, les gars, à table dans un quart d'heure, vous avez un quart d'heure. Les gars, à table dans 5 minutes. Et qu'au bout d'un quart d'heure, après les 5 minutes déclarées, ils n'étaient toujours pas là. Les gars, j'en ai marre, c'est à table maintenant. Pouf. Plus d'électricité. Ah ouais. Quand même. Ah ouais, c'est radical. Mais en même temps, au moins ils viennent manger après, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc ça, effectivement, c'était sur notre conflit. Maman, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais alors le fait que vous jouiez vous aussi, tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils venaient pas. Donc, Mais si, bien sûr, je le comprenais. Le seul truc, c'est que ce que je ne voulais pas, c'est qu'ils soient addicts au point de ne même plus manger, de ne même plus lire, de ne même plus voir leurs amis, ou sortir, tout ça. Donc, oui, j'avoue, je les frustrais parfois ok. en éteignant comme ça. Mais, alors, ce sont des garçons qui ont beaucoup d'amis, qui font plein de choses. Ouais. Ah bah ouais, carrément. Moi je pourrais parler des heures avec les parents. Hein. Là on était. On continue encore 5-10 minutes et puis après. Ok, on a 5-10 minutes, très bien. Bah, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé, alors moins avec Jonathan, parce que, voilà, mais plus avec Thomas, son frère aîné, Ouais. de dire à Thomas, bon, bah maintenant ça suffit, maintenant, tu sors, tu vas dehors. Ah ouais, ok. Là, avec tes cousins, avec tes amis, ils sont là, ils t'attendent. Parce que c'est facile de se laisser happer. Ouais. Il faut que quelqu'un extérieur fixe la limite. Moi, je pense que le grand drame des ados qui jouent, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la limite, et je peux tout à fait les comprendre, parce que je suis capable de jouer 7 heures d'affilée, donc c'est pas moi qui vais les critiquer, mais en revanche, il faut que quelqu'un d'extérieur puisse dire, bon là c'est bon, t'as assez joué, tu prendras dans 2-3 heures, ou qu'on se mette d'accord à dire, bon, on est juste 3 heures, on s'arrête, autre chose. C'est important de multiplier les sources d'intérêt. De varier les activités. Ouais, des jeunes. Ok, très Et on clair. continue, comme on est très joueurs, on continue aussi d'avoir
des séances de jeux de plateau. Ok. Ouais. Tu vois, par exemple, à Noël, avec nos enfants, on a décidé qu'on se faisait plus de cadeaux de Noël, sauf que c'est plus quoi se faire comme cadeau de Noël. Et donc, comme ils viennent passer Noël à la maison et qu'il reste 3-4 jours en général, eh bien, on a fait le choix, mais ça c'est un point commun de nous quatre, de venir avec des jeux. Donc chacun vient avec un jeu ou deux nouveaux, et pendant 4 jours, on joue tous les 4 avec les jeux de plateau. Super. Et c'est ça notre Noël, nos cadeaux de Noël. Et c'est super parce qu'on passe 4 jours à jouer ensemble à 4. Des fois, on se bouffe un peu. Non, moi j'ai demandé des jeux coopératifs. Ouais, pas facile à trouver des jeux Non, c'est pas coopératifs. Très difficile. Ouais. Oui, Vous connaissez Pandémie? Non, Non? il est bien. Ouais, moi j'aime bien. Difficile de battre le plateau. En plus, il y a un petit challenge, quoi. Je crois que ça se joue au moins, enfin, jusqu'à 4, voire peut-être un peu plus. Il faut lutter contre une pandémie. Ça tombe bien, c'est un peu l'actualité, quoi. C'est pour ça que je l'avais pas pris, je l'avais Peut-être vu. aussi. Mais, ouais. Mais le jeu, c'est vraiment un jeu par effet domino et il faut essayer d'endiguer au maximum ça. Et voilà, et ça, on joue moi, je me souviens d'y avoir joué à 4 et on joue à 4 avec eux. Chacun a un rôle, a des compétences particulières et il faut réussir à faire en sorte de mettre en place une stratégie qui évite, on va dire, l'enrayement, on va dire, de cette pandémie. Mais pas facile de trouver des jeux effectivement qui soient que Et- coopératifs. En plus, C'est il y le a des jeux challenge. qui sont favorables au contact social et très Ouais. favorables à une ambiance. Cet été, c'est pareil. On aime bien regrouper les gens. Ok. Oui, ça je vais bien ça. Et donc cet été, l'été en général, on passe une semaine, un jour dans le village de naissance de mon père, dans les premières. Ok. Et là, j'ai toute ma famille en général, une grosse partie, parce que pas tout Qui vient. il vient. Et donc, il est pas rare qu'on soit à 30 ou 40 des fois à faire une soirée. Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui, 30 ou 40. Il a ouais. 25 cousins germains. C'est 25 Ouais, cousins ouais. germains. Sans compter les grosse conjoints. famille. Ouais. Oui, oui, bah. Donc, Famille nombreuse. cet été, on a reçu, on devait être une vingtaine sur la terrasse, faire un apéro dînatoire. Et on a sorti des jeux, et on a joué So Clover So Clover ou et non, pas Fast Codename. Codename, si. Enfin, des Non, jeux Top très... 10. Top 10, ouais. Des jeux collaboratifs, on a passé tous une soirée. Alors, parfois, il y en a qui prennent un peu des pieds et qui n'ont pas. Et finalement, à la limite, presque c'est ceux qui s'éclatent le plus C'est vrai. pendant le jeu. Ouais. Excellent. Ça, c'est un vrai plaisir. Partagé. Partager à 20 comme ça. Alors, on avait plusieurs tables, on avait sorti des tables sur la terrasse. Et là, c'est une ambiance, mais dingue, quoi. Ouais. Et ça, c'est des moments. C'est peut-être ça le bonheur. C'est d'accord. J'aime bien ça donne envie de passer Ouais. du temps avec vous en tout cas. Ah ouais, bah écoute, tu seras le bienvenu. Ah ouais, c'est gentil. C'est pas dans le bien, coin, alors on lui là. demande un jour. Ouais, j'avais bien saisi. Ça, on sent qu'on est les bienvenus. Ouais. Et justement, alors, je pense qu'on va pas tarder à terminer, mais On va ce qui pouvoir jouer. Bah ouais, alors, je vais enfin vous laisser jouer, je suis vraiment désolé. Non mais, parce que je trouve ça intéressant et je vais revenir à cette première thématique que je voulais aborder avec toi, du fait que tu sois orthophoniste, mais vous passez énormément de temps à jouer quel que soit le médium, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Ouais. vous passez là, vous dites beaucoup de temps à faire du jeu de plateau et ainsi de suite. Et en même temps, vous passez aussi du temps à jouer aux jeux vidéo. À votre avis, quel est l'avantage ou la limite, on va dire justement, de passer par un médium vidéoludique qui passe par un écran par rapport au plateau? Qu'est-ce que ça change de passer par l'écran plutôt que de passer par le plateau, à la fois d'un point de vue, j'ai envie de dire, bénéfique, et peut-être, je ne sais pas si vous y voyez aussi des fois des choses néfastes, mais Alors l'écran, ouais, c'est un côté plus immersif. ok, Ça c'est clair. Donc alors c'est le côté positif, c'est que on s'amuse beaucoup. ouais, Le côté négatif, c'est qu'on peut avoir du mal à en sortir. ouais, Le jeu de plateau tout basique, on est plusieurs. ouais, Ce n'est pas toujours le cas sur les jeux vidéo. Le jeu de plateau, on joue à plusieurs et on peut communiquer soit sur le jeu lui-même, soit sur d'autres sujets connexes ou annexes. ouais, Mais le jeu vidéo, nous on joue à deux.
Ouais. Donc c'est un peu différent parce qu'effectivement on partage des choses, y compris des émotions même dans le jeu. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui ait des jetons, ou bon, bah, l'autre est là pour... en général c'est plutôt Odile effectivement. Mais bon, j'ai vu tout à l'heure à ta réaction que ça pourrait être toi. Ah ouais, ça Et- peut être. Et j'aurais essayé de te remonter le moral si on avait joué. Allez, ressaisis-toi, Voilà. Nico, enfin. C'est pas grave, C'est pas un grave, jeu, c'est pas t'inquiète grave. Alors, quand on est tout seul, et ça peut arriver, enfin, il y a des gens qui jouent tout seuls, et souvent c'est le cas parmi nos amis, parce que souvent c'est plutôt le mari qui joue, Ouais. il peut jouer tout seul, ou en streaming, mais c'est un peu pareil, parce qu'on est tout seul derrière son écran. Et là, le risque, c'est effectivement de passer à côté de choses dans la vie qui sont importantes, et notamment le contact, la sociabilité, le contact avec les gens, Oui. que qu'offre le jeu de plateau. Le jeu de plateau, comme je disais tout à l'heure, on peut faire un jeu de plateau, une soirée, même une soirée bolotte, une soirée tarot, comme on organisait parfois. Quand on faisait une soirée tarot, on était pareil, une quinzaine ou une vingtaine. On faisait plusieurs tables, on faisait un tournoi entre copains, et c'était super. Et on finissait à 3h du matin avec les pizzas. Enfin, voilà. Et ça vaut tout l'or du monde. Je voudrais rajouter un truc quand même. Il y a quelque chose qui me dérange dans le jeu vidéo, mais je crois que c'est que moi, parce que j'ai l'impression que ça dérange personne d'autre. C'est le fait de jouer, tu sais, en ligne. Là. Ouais, jouer en ligne, ouais, tout à fait. De jouer en ligne. Alors c'est super pour les éditeurs parce que ça leur permet de vendre plein de jeux. Ouais. Mais en revanche, je trouve que ça crée une illusion. Parce que je vois par exemple, un truc tout bête, hein, c'est juste sémantique, vos amis en ligne. Ouais. Bon, c'est pas mes amis. Hein. Nous, on a réservé que à nos vrais amis. Mais sémantiquement, les gens avec lesquels on joue en ligne, ce ne sont pas nos amis. Est-ce qu'ils peuvent pas le devenir? Ah, ils peuvent le devenir. Ça, je suis tout à fait Il ne faut d'accord. pas qu'il reste virtuel. Mais le terme me dérange. Tu vois, c'est comme dans Facebook, vos amis, c'est ridicule, quoi. Et moi, ça me dérange qu'on fasse des confusions. Alors, bien sûr, c'est l'orthophoniste qui parle peut-être, hein. Ouais, Mais des confusions d'ordre sémantique, ça me dérange beaucoup parce qu'un mot a un sens. Et quand on donne un autre sens à un mot, au niveau du cerveau, hein, ça crée une illusion. Donc, moi j'aimerais, hello les éditeurs, si par hasard vous m'entendez, sait-on jamais, je vous en supplie, nous ne sommes pas tous amis. Qu'est-ce qu'on pourrait me trouver qu'on comme mot pourrait, pour remplacer? Connaissance en ligne? Mais non, mais co-joueur, partenaire. Partenaire de jeu? Ouais, partenaire Ouais. de jeu. Partenaire de jeu ou co-joueur ou j'en sais rien, mais amis, non, pitié. Après, Pas ça. ça peut être des amis s'ils sont physiquement présents. Là, cet été, on a joué avec nos amis qui sont dans le sud. Là. On avait amené parce qu'on trimballe un peu les PlayStation Party. Donc on l'avait amené, on avait nos nouveaux jeux, eux ne connaissaient pas. Eux nous ont fait découvrir Odyssey qu'on n'avait pas. Et on était 4 devant. Alors il n'y en a qu'un qui joue à chaque fois. Ouais. Mais les 4 participent. Un peu de moquerie, un peu, on rigole, on se moque un peu gentiment. Voilà, on donne des conseils, on discute, on se concerte. On se passe Là, la il manette. se passe quelque chose Ouais. quand on fait ça. Là, c'est avec des amis. C'est un peu différent que quand on est tout seul, effectivement, derrière son. Alors on peut échanger avec la messagerie, c'est mieux que rien, mais ça reste du virtuel. Ouais, moi je pense que le danger est là. Le danger est un mauvais emploi des termes avec un dévoiement du sens des mots. Et pour moi, ça c'est dangereux. Donc les jeux, oui, mais pas que. Mais pas que. Et Ouais. voilà. Et Faut, le jeu vidéo est déjà une illusion. Ne rajoutons pas à l'illusion du jeu l'illusion des mots, du sens des mots. Ok, c'est joli, j'aime bien. Ah, Non, c'est vrai, j'aime bien. On pourrait finir là-dessus, mais j'ai quand même une dernière question. Mais c'est pas obligé d'être très long, mais c'est vous en tant que parent, donc vous avez une relation hyper apaisée avec vos enfants autour du jeu vidéo. Enfin, je les comprends comme ça. Si aujourd'hui il y a des parents pour lesquels c'est peut-être un peu moins évident ou qui se questionnent, qui comprennent pas forcément ce qui se passe.
si vous deviez ressortir, je n'ai pas envie de dire forcément un conseil parce qu'on n'est pas forcément tous doués pour donner des conseils, mais déjà votre partage d'expérience est hyper intéressant. Mais On peut dire, hein. On peut dire que ce qu'on a fait nous. Hein. Ouais. Après, les gens, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout jouer à la base, donc voilà. On a des amis qui n'aiment pas du tout jouer. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on a pris un plaisir extrême à partager l'intérêt des jeux vidéo avec nos enfants. Et vraiment, c'était que du bonheur. Vraiment. Et j'allais dire la même chose en fait, tu vois, Mais- sans s'être concerté. Et je pense que avant d'interdire des jeux ou avant de limiter sur un temps très court l'utilisation d'un jeu vidéo, bah, je dirais aux parents jouer avec eux. Et puis peut-être que vous verrez ça sous un autre angle. Alors c'est plus facile maintenant parce qu'il y a des sauvegardes automatiques et qu'on peut faire des sauvegardes manuelles. Et donc on peut dire par exemple à son enfant, à l'époque si ça avait existé, moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais dit à mes fils, bon bah vous allez jusqu'à la prochaine sauvegarde et après vous arrêtez. très clair. Bon bah Odile et Philippe, merci beaucoup pour votre Aussi témoignage. bavard que toi. Hein, en Ouais, fait. finalement. Mais, je pense qu'on s'est bien trouvé. Non, mais c'est hyper riche. Enfin, Ouais. votre témoignage, il est hyper touchant parce qu'il est très simple. Bah oui, il est hyper sincère déjà. Et puis, je pense qu'on a un peu la même pratique du jeu vidéo tous les trois. C'est un bon prétexte pour créer du lien finalement. Absolument. Ouais. Et je pense qu'on se retrouve sur le fait d'aimer jouer Ouais. au sens large, quel que soit le médium. On aime les jeux de plateau, on aime les jeux vidéo pour les expériences que ça procure. Et je pense que ça c'était vraiment très cool. Ouais. Ça va, On c'est est en train de incroyable, finir. On est en train de finir. J'étais en train de les remercier. J'étais vraiment en train de les remercier. Et puis bah on va vous laisser jouer. Je sais pas là si vous avez le droit de jouer maintenant, j'en ai aucune idée, mais en tout cas continuez votre activité. Ah ouais, bah trop bien. Ah, on fait au Super. lycée là. Et bah Ok. donc je vous laisse avec donc c'est Julien qui prend le relais juste derrière. Donc là vous allez jouer, c'est Julien qui va commenter plus ou moins ce que vous faites. Donc vous allez vraiment pouvoir jouer et il n'y a personne qui va trop vous poser des questions. Je suis vraiment désolé. Merci. Non mais merci à vous, vraiment ça a été adorable. Vraiment et on rappelle aux viewers que vous pouvez faire des dons au Téléthon. Ah, je voudrais juste signaler, moi j'ai essayé de faire un don, j'y suis pas arrivée. Hein. Ça te dit pas en ligne, ça il Ah ne faut merde, pas, ça se et dit puis, pas, c'est vrai. Il est bête. Ah, non, avec le lien, j'ai essayé, impossible. Ben, je sais pas, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens connectés ici. Donc voilà. Internet, le réseau, ouais. Non, Ouais. sinon Donc, ça marche. Hein, je ceux qui sont en pense ligne, ça marche. que si vous êtes de l'autre côté de l'écran, vous n'avez pas le même problème. Je l'ai fait hier. Normalement, Ah ben je le d'accord, je le ferai tout à l'heure alors. Philippe, Check. Odile, Et check. tu passes quand Merci tu beaucoup. veux jouer avec Ah nous. bah c'est adorable. Qui veut venir avec nous Bah il y a dans le peut-être sud non mais il y a peut-être un Noël que je viendrai aussi passer avec vous parce que vos Noëls ont l'air hyper bien mieux que les miens. Je suis vraiment désolé de le dire à mes parents, j'espère qu'ils n'écoutent pas, mais alors vos Noëls ont l'air bien mieux que les miens quoi. Bref, merci à tous. Ouais.